Pierre Marielle, La revanche des nazis, 1971. Lecture par l'assistante IA de Documora Reinédit 2025. Lecture du résumé du 4e de couverture. Lorsque la défaite devint certaine, les dirigeants nazis préparèrent minutieusement leur position de repli. Si Eichmann et quelques autres ont été par la suite découverts, nombreux sont les chefs hitlériens qui ont réussi à échapper jusqu'à ce jour aux recherches. Outre de nombreuses complicités dans divers pays, ils disposaient en effet de ressources considérables. Le trésor secret du Troisième Reich n'a jamais été retrouvé, pas plus que les fabuleuses collections de Göring. À l'heure actuelle, en Amérique du Sud, de véritables petits États nazis indépendants jouissent de la complicité des gouvernements officiels. Ils entretiennent des relations étroites avec le keltisme européen, la Soka Gakkai, le Ku Klux Klan américain et nombre d'organisations d'Afrique du Sud. L'efficacité de la répression anti-nazie diminue avec le temps, de même que le souvenir des crimes hitlériens s'estompe. La revanche des nazis est pour demain. Ceux qui trouvent sans chercher sont ceux qui ont longtemps cherché sans trouver. Un serviteur inutile parmi les autres. Un sauve-qui-peut, général. L'argent est le nerf de la guerre, de tout temps et de toute forme de la guerre, non seulement des affrontements d'armées, mais des innombrables conflits qui sont la rançon de la vie moderne. Conflits économiques, sociaux, psychologiques eux-mêmes. Les nazis survivants et leurs continuateurs en sont persuadés. Ils constatent qu'un écrasement militaire total ne résout rien de durable. Les deux grands vaincus de la dernière guerre mondiale le démontrent. Ils ont, sur les champs de bataille, capitulé sans condition. Ils n'en ont pas moins rapidement relevé leur ruine, et il leur a suffi de quelques années de confiance en leur propre destin pour se placer au premier rang des puissances économiques. Tandis que certains vainqueurs restent épuisés, doutant d'eux-mêmes, se cherchant et ne se trouvant pas. Les survivants ou les héritiers du national-socialisme sont parmi les plus gros capitalistes du monde. Goebbels leur avait seriné qu'il valait mieux posséder des canons que du beurre. Maintenant, ils savent qu'il vaut mieux avoir de l'or, des réserves bancaires que des canons. Et de cet or, de ces comptes secrets, ils ne manquent pas. Les diverses campagnes de la Wehrmacht ont été l'occasion de pillages systématiques, de même que la déjudéification, de même que les impositions aux vaincus. Ce qu'ils ont pris, volé, extorqué, les nazis l'ont gardé et mis en sûreté. Non seulement conservé, mais fait fructifier durant cette trêve d'un quart de siècle. Les prophètes du Quatrième Reich, dont l'instauration leur paraît imminente, disposent impunément de trésors fabuleux, grâce à quoi ils achètent les consciences, dressent leurs tentacules sur l'économie mondiale, sèment la zizanie entre adversaires éventuels, disposent de réduits inexpugnables, de laboratoires où ils préparent l'arme absolue, celle qui permettra la guerre presse-bouton, sans dépenses nationales écrasantes, sans mobilisation, sans préavis, celle qui changera la face du monde en quelques minutes et rendra toute riposte impossible, celle qui justifiera peut-être le titre du dernier livre de Léon de Grelle. Hitler pour 1000 ans, à moins que, par infiltration, le capitalisme nazi nous enserre dans un tel réseau qu'un jour nous nous retrouvions esclaves de la race des seigneurs, avant même que nous nous en soyons doutés, et ce malgré les avertissements de quelques cassandréaphones. Les cavernes d'Ali Baba, la guerre des 6 jours, l'a prouvé. L'État d'Israël dispose du meilleur service de renseignement de toute l'Asie mineure. La branche spéciale du Shin Bet, Kandler, le Daled, est chargée particulièrement de découvrir, démasquer, combattre les néo-nazis. Après des enquêtes minutieuses et après dépouillement d'archives abandonnées par les vaincus, il a dressé le bilan du trésor du Quatrième Reich. Ces évaluations restent extrêmement prudentes. Ne citons d'abord que les principales réserves en numéraire et en joyaux. Otto Skorzeny, l'homme qui enleva Mussolini, a immergé dans le lac de Teplitz 22 caisses blindées, contenant chacune 20 lingots
de 2,4 kg chacun, soit au total de 960 kg d'or. Le général Fab Jungk cacha dans une région sauvage des Balkans une masse de numéraire métallique évaluée à 10 millions de francs actuels, 1 milliard de francs anciens. Le colonel SS Joseph Spasil a immergé dans le lac d'Altan 3 gros camions remplis d'or, ce qui représente une charge de 15 tonnes, pour le moins, de métal jaune. 2 caisses blindées, très lourdes. Pleines d'or sont dissimulées dans les pics quasi inaccessibles des Alpes bavaroises, du secteur de Badossé. Le Führer des SS magyars, Ferenc Scalassi, termine des jours paisibles en République argentine. Lui seul sait où il a enfoui ou muré le stock d'or de la Banque nationale de Hongrie, ainsi que les régalias des rois de Hongrie, dont la couronne de Saint-Étienne. Tinkoft, président du conseil du gouvernement nazi de Bulgarie, s'est enfui en emportant un colossal stock d'or. Son adjoint Kurt Becker a imité son exemple, mais en jetant son dévolu sur un train entier d'œuvres d'art. Kaltenbrunner, chef de la Gestapo, condamné à mort au procès de Nuremberg, fut pendu le 16 octobre 1946. Avant d'être arrêté, il avait eu le temps d'enterrer dans les Alpes bavaroises, en quelques vallées inaccessibles, 50 kilos de lingots d'or, 2 tonnes de bijoux répartis en 50 caisses, 5 autres caisses de diamants, de perles et de gemmes, et une des plus belles collections de timbres connues. Le mystère de Hallstatt. Les Alpes, dans la région de Salzbourg, sont littéralement ponctuées de lacs de montagne. Certains sont bien connus des touristes et des amateurs de sports d'hiver. À vol d'oiseau, ils ne sont guère éloignés de Berchtesgaden. D'autres lacs, de moindre dimension, mais de très grande profondeur, citons Teplitz et Alten, sont inaccessibles par route. Les sentes qui y conduisent, enneigées 4 ou 5 mois par an, ne sont utilisées que par quelques montagnards et braconniers. L'ensemble constitue une des zones les plus grandioses et les plus sauvages d'Europe centrale. C'est là que l'état-major général allemand avait eu l'intention de créer un réduit d'ultime défense. Position stratégique en principe inexpugnable, car elle est interdite au matériel des armées modernes. Le choix de cette immense redoute était excellent. Mais il n'avait peut-être pas été imposé par des considérations uniquement militaires. Il est probable, sinon certain, qu'il fut conseillé par les mages de la société occulte Thulé, celle qui avait choisi le médium Adolf Hitler, et qui fit du nazisme la plus puissante des sociétés secrètes de tous les temps. En effet, le site de Hallstatt jouait un rôle essentiel dans la mythologie nazie, et il aurait constitué, en quelque sorte, le donjon, le suprême refuge de ce château fort titanesque. Ce qui nous conduit à une courte incursion dans la proto-histoire et dans les mythes fondamentaux du national-socialisme. Selon Rosenberg, Eckhard Haushofer, les Aryens avaient d'abord vécu dans une région voisine du pôle Nord, où régnait un climat tempéré et qui était le centre d'une civilisation élevée, alors que le reste de l'humanité était plongé dans la barbarie. Ce pays édénique se nommait Thulé et avait le svastika pour emblème. Ses habitants étaient les Aryens. Un cataclysme, sans doute un séisme, fit basculer l'axe des pôles et Thulé devint cette zone glaciaire que nous connaissons maintenant. La plupart des habitants de Thulé périrent, mais des survivants émigrèrent vers le sud, emportant avec eux leurs symboles, leur organisation politique, leur civilisation. Ils se frayèrent un chemin soit dans des zones désertes, soit en asservissant des peuplades inférieures. Une des principales étapes de la migration conquérante aryenne fut précisément Hallstatt, qui devint, en quelque sorte, une Thulé secondaire rayonnant sur l'Europe centrale. Les idéologues hitlériens, pour défendre cette hypothèse, tirent argument des découvertes archéologiques faites à Hallstatt depuis 1846. On y a découvert une vaste nécropole, contenant de très nombreuses armes réparties sur plusieurs siècles avant notre ère. À votre ère, la plupart d'entre elles, là, de grandes dimensions, sont en fer. On date de Hallstatt, 5e siècle avant notre ère, le premier âge du fer,
ayant succédé aux âges du bronze. Des fouilles successives mirent à jour des objets, prouvant une culture avancée, ainsi des chars de guerre à 4 roues, et surtout des poteries noires, en forme de cônes renversés et tronqués, dont on découvrit par la suite des échantillons analogues dans l'Europe continentale. Ces trouvailles les marquent la phase holstatienne de la protohistoire occidentale. Juste avant la déclaration de guerre en 1939, sous l'impulsion du groupe Thulé, les Allemands firent, en secret, de nouvelles fouilles à Holstatt. Elles furent continuées durant les hostilités. Que pensait-on y découvrir ? Non seulement des preuves irréfutables de leur origine polaire, mais surtout des documents, des sigles, des talismans comparables, pour ainsi dire, à l'anneau des Nibelungen. Holstatt est, au sud, à peu de distance du lac de Teplitz. Simon Wiesenthal enquêta, en 1966, dans les Alpes bavaroises, au début de 1945, écrit-il, la région comptait 18 000 à l'habitant. À la fin de la guerre, il y en avait 80 000. Compte tenu du fait que quelques milliers de soldats allemands étaient en stationnement à Aussee, qui étaient donc les 60 000 civils venus s'y installer avant la chute du Troisième Reich, il était de notoriété publique qu'il y avait parmi eux, sous de fausses identités, de nombreux nazis. Dès Noël 1944, des membres du parti hitlérien commencèrent d'y envoyer leurs familles et d'y expédier les biens et les archives pour les mettre à l'abri. Vinrent aussi s'y installer des collaborateurs roumains, hongrois, bulgares et slovaques. Un chef de la Gestapo, Ernst Kaltenbrunner, séjourna dans Aussee. 2 de la Maison Rouge au Lac Noir, des esprits lucides en Allemagne, aussi bien dans l'armée que parmi les dirigeants civils, estimaient la situation perdue, sans espoir mais redoutaient plus encore les Russes que les Anglo-Américains. Surtout, ils estimaient qu'il fallait, dès maintenant, prévoir l'après-défaite et sauver ce qui était encore préservable. C'est dans cet état d'esprit que le 20 août 1944, Albert Speer, ministre de l'Armement, condamné à 20 ans de détention par le tribunal international de Nuremberg et qui sera libéré en 1965, et Baldur von Schirach, ancien fureur des jeunesses hitlériennes, tinrent à Strasbourg, à l'hôtel de la Maison Rouge, un colloque entre les principaux capitaines d'industrie du Troisième Reich. Parmi les participants de cette réunion secrète, ignorée même du Führer, on cite Emil Kirchhoff, roi des charbonnages de la Ruhr, le banquier polonais Kurt von Schröder, Georg von Schitzler, responsable de la IG Farben, et Krupp von Bohlen. Autrement dit, si les militaires et les SS songeaient surtout à cacher des trésors en numéraire et en gemmes, les industriels et les banquiers mettaient à l'abri les immenses richesses que représentait le dynamisme allemand. Ils savaient qu'après les règlements de comptes inévitables, la solidarité mondiale du capitalisme ne manquerait pas de jouer, bon gré mal gré, en leur faveur. Ce ne fut pas le coup de boutoir de Bastogne qui modifia leur optimisme réaliste. Il allait s'agir, essentiellement, de persuader le monde occidental que les crimes et les erreurs de l'hitlérisme ne pouvaient être imputés au peuple allemand. Celui-ci devait prouver sa bonne volonté, plus que son repentir, en devenant le plus efficace des associés dans la prospérité économique commune, et devant l'ennemi commun du capitalisme, le communisme. De multiples contacts furent pris dans ce sens. C'est ainsi que durant le siège de Berlin, le vice-président de la Reichsbank, Eugen Pfühl, réunit à Bâle des experts économiques qui désignèrent une centaine de nazis pour s'établir à l'étranger, afin d'y créer des sociétés, réelles ou fictives, susceptibles d'abriter des capitaux allemands, de racheter des firmes allemandes et de les sauver ainsi de la mainmise des Alliés. Déjà Pfühl avait entreposé à la Reichsbank des tonnes d'objets précieux volés aux déportés dans les camps d'extermination. Il en avait remis la contrepartie monétaire aux SS.
Jamais trace n'en fut retrouvée, et les enquêteurs de Nuremberg manquèrent de curiosité sur ce point précis. À la suite des réunions de Strasbourg et de Bâle, d'énormes capitaux furent mis en lieu sûr, c'est-à-dire dans des banques de pays neutres, à quoi s'ajouta une partie des trésors spoliés dans les pays précédemment occupés. De plus, on réalisa des bénéfices considérables en transportant en cargo des stocks de métaux vers Tanger et Beyrouth. Des armes de guerre furent cédées à des pays du Moyen-Orient. Les capitaux ainsi rassemblés furent confiés à Odessa. Cette association occulte devint ainsi une des principales puissances économiques du monde. De provenance inconnue, un rapport du département américain des finances énumère 750 sociétés créées depuis 1946 avec des capitaux de provenance inconnue mais dirigées par des Allemands. Ces sociétés sont réparties dans le monde entier. 112 en Espagne, 35 en Turquie, 58 au Portugal, 214 au Moyen-Orient et les autres en Amérique latine, ce qui constitue une immense réserve de capitaux dont l'action pourrait être décisive lors d'un nouveau conflit mondial. Déjà, on devine une force de pression dont les effets se font parfois sentir lors des révolutions du Moyen-Orient ou d'Amérique du Sud. Les banques suisses. C'est ainsi que les banques suisses ont conservé dans leurs réserves une grande partie des pillages hitlériens. Elles ont été, durant des décennies, à l'abri de toutes investigations, le secret des opérations bancaires ayant été absolu dans la Confédération. Sous la pression des pays alliés, cette occultation s'est un peu levée, mais elle a duré assez de temps pour que les nazis prennent leurs précautions et fassent, en temps utile, des transferts. Selon l'historien Julius Mader Katrer, ces comptes bloqués, mais portant intérêt, auraient totalisé, après-guerre, plus d'1,1 milliard de livres sterling et 16 millions de dollars, USA. Selon la Pravda, du 14-28 octobre 1963, le code des comptes nazis, la comptabilité générale, l'origine des fonds n'ont pu être évacués à temps. Au moment de la reddition inopinée du réduit bavarois, ces pièces comptables entassées dans des caisses plombées auraient été précipitées dans le lac de Teplitz. Un lac à double fond. Aucun doute ne subsiste sur les événements ténébreux dont les eaux du lac de Teplitz furent le théâtre. Qu'il y eut quelque chose d'immergé dans ces fonds et que ces choses fussent d'une importance capitale, les faits que nous allons rappeler le prouvent. Une vaste opération de dragage entreprise par des spécialistes bien outillés eut lieu du 23 octobre au 7 décembre 1963. Malgré la compétence des techniciens, malgré la qualité du matériel mis en œuvre, les résultats furent décevants. On ne put explorer que 16% du lac, bien que sa plus grande longueur ne dépassât pas 1800 mètres et sa largeur 400. On a seulement ramené au sec 18 caisses de faux billets de banque britannique, quelques instruments si endommagés qu'ils n'étaient plus identifiables, et des planches destinées à imprimer ces billets. Rien ne valut la peine et le capital engagé dans une telle entreprise. À quoi attribuer ce demi-échec ? Le fait est que le lac de Teplitz possède un régime hydrographique particulier. D'abord, il est très profond, et surtout, il est, si l'on peut dire, à double fond. À une 60aine de mètres au-dessous de la surface, des troncs d'arbres immergés ont constitué, depuis des siècles, une sorte de radeau flottant entre deux eaux, qui ne permet pas à des plongeurs ou à des scaphandriers d'atteindre le véritable fond. Le tenter, c'est aller au-devant d'une mort atroce et certaine. Et pourtant, nombreuses furent les tentatives. L'acharnement des plongeurs prouve que le lac recèle ou un formidable trésor, ou un secret redoutable. On ne peut s'empêcher d'évoquer l'anneau de la tétralogie, der Ring, jalousement gardé par les filles du Rhin. Un affable maître d'école, Badossé est une station de sport d'hiver située à peu de distance de Teplitz. C'est dans cette bourgade qu'en 1952 s'installa un pédagogue qui fonda bientôt une école libre où il accueillit quelques pensionnaires. Il se nommait Herr Professor Walter Hagen.
C'était un homme affable, bienveillant, sympathique, d'une piété exemplaire, ce qui lui valut la protection du clergé catholique, puissant en Bavière du Sud. Il laissait entendre que, dans sa jeunesse, il avait milité sous la bannière de l'Action catholique. Il disait la vérité, mais il omettait de dire que son vrai nom était Wilhelm Hetl, ancien chef de la section Balkan du service secret, Sicherdienst des SS. Il avait connu intimement l'amiral Canaris, qui lui avait confié des missions délicates dont il s'était acquitté au mieux. Il bénéficiait, à Badossé, de la sympathie de petits touristes américains avec qui il avait de longs et discrets entretiens. La demeure de Hagen-Hetl se trouvait à l'écart du bourg et dominait la seule route qui conduisait au lac de Teplitz. Il y recevait de nombreux amis, aussi aimables et discrets que lui-même. Il parlait du bon vieux temps. Parmi ces visiteurs, 2 furent identifiés par les touristes américains. Et d'abord, on pense avoir identifié Heinrich Müller, ancien chef de la Gestapo, supérieur direct d'Eichmann. On le disait mort à Berlin dans les derniers jours de la guerre. Sa tombe fut ouverte au début d'octobre 1944. 3 cadavres y gisaient. Aucun ne correspondait au sien. Ces traces se perdirent en avril 1945. Un de ses subordonnés l'aurait vu à Moscou 5 ans plus tard, mais ce n'est pas certain. Le balafré. En revanche, la présence à Badossé, vers 1963, à plusieurs reprises, d'un personnage hors série, facilement identifiable, Otto Skorzeny, est certaine. Comment se méprendre devant sa stature gigantesque, ses épaules de lutteur, et surtout la balafre qui traverse son visage de la bouche à l'oreille gauche. Faut-il rappeler que Skorzeny fut une des personnalités les plus étranges, les plus fascinantes de la Deuxième Guerre mondiale. Ce fut lui qui, à la tête d'une poignée d'hommes, délivra Mussolini le 12 septembre 1943. Skorzeny joua aussi un rôle essentiel pendant la bataille de Bastogne, quand Sankl, à la tête d'un commando de parachutistes allemands, revêtus d'uniformes américains. On voit qu'il était aussi courageux que dénué de scrupules. La corde coupée. Or, au début d'octobre 1963, Otto Skorzeny fut l'hôte à Badossé de Hagen-Hetl. Il fut reconnu d'une façon certaine, malgré les précautions qu'il prit pour ne pas être aperçu, ne sortant qu'à la nuit tombante, mais rôdant sur la rive ouest, la seule bordée d'un chemin forestier, du lac de Teplitz. Le 6 octobre, en pleine nuit, arrivent 3 voyageurs au bord du lac de Teplitz. L'enquête judiciaire qui suivit permit de les identifier. Georg Freiberger, ancien agent des services d'espionnage de l'amiral Canaris. Karl Schmitt et Alfred Egner. Ce dernier a 19 ans. Il est passionné de plongée sous-marine. Il vient de Munich, il s'équipe, ajuste les bouteilles d'oxygène, disparaît dans le lac. La corde de nylon d'une centaine de mètres qui le relie à la surface s'agite soudain puis casse. Egner ne reparaît pas. Ses compagnons quittent immédiatement les rives du lac, mais c'est le surlendemain, 8 octobre, que Georg Freiberger déclare à la police la noyade. Il apporte aux autorités un morceau de la corde qui retenait Egner. Cette corde ne s'est pas rompue, elle a été coupée, ainsi que le démontre une expertise. C'est la 20e victime que le lac de Teplitz a faite depuis 1945. La police bavaroise n'a jamais enquêté que pour la forme. Elle savait bien ce que cherchaient ces touristes, qui choisissaient précisément les eaux perfides du lac de Teplitz. Ce n'était plus un secret, que des trésors y avaient été immergés. Non seulement de l'or, des bijoux, du numéraire, mais aussi le matériel qui avait permis à Hitler l'opération la plus machiavélique de sa dictature, l'émission de faux billets de banque par milliards de dollars et de livres sterling. Les planches de gravure, si elles revenaient au jour, pourraient entraîner des poursuites en chaîne, aboutissant à la reconnaissance des actuels nazis. Les faux billets. Nous schématiserons cette opération, car elle a été exposée magistralement dans un ouvrage qui parut en 1965
dans la même collection que celui-ci, Sistre. Elle se nommait, en code, Opération Bernard et fut l'œuvre de la SD, Sicherdienst. Il s'agissait d'intoxiquer et de désorganiser l'économie alliée en y introduisant des quantités de faux billets afin de provoquer immanquablement l'effondrement de la livre et par répercussion, du dollar. Ce qui fit échouer l'opération. Une fois les planches prêtes et le papier au point, on confia le tirage aux prisonniers des camps de concentration de Mauthausen et de Sachsenhausen. On imagine aisément que les déportés n'apportèrent pas un zèle exagéré à cette besogne, et qu'ils multiplièrent les retards et les sabotages. Néanmoins, fin 1944, quelques millions de fausses livres sterling étaient prêtes à être lancées sur les marchés bancaires. La fabrication de faux dollars devait suivre, mais les services de renseignement alliés furent alertés. De toute façon, l'intoxication financière n'aurait pu débuter qu'au printemps 1945. Trop tard. Ces billets et les planches furent engloutis dans les eaux du lac bavarois. Et maintenant, selon le journaliste enquêteur Julius Mad, certaines planches ont échappé à la destruction. Selon lui, les services financiers secrets américains auraient décelé aux États-Unis 200 000 dollars en billets de fabrication, nazis ou néo-nazis. On en trouverait aussi, mais en moindre proportion, sur diverses places bancaires européennes, particulièrement en Suisse et en Belgique. Ce qui explique peut-être les difficultés périodiques que connaît la monnaie américaine. Mais dévoiler la vérité risquerait de provoquer une crise de confiance dont les conséquences seraient catastrophiques non seulement pour Wall Street, mais pour tout le système monétaire du groupe dollar, où s'arrêterait la réaction en chaîne. La filière Odessa. L'effondrement du Reich fut pour l'Allemagne une ère apocalyptique qui se prolongea durant plusieurs années. Les villes étaient en ruine, les familles dispersées, l'économie ruinée, les finances inexistantes. Malgré leur mésentente, qui se transforma vite en hostilité, les vainqueurs s'efforcèrent de remettre un peu d'ordre dans un pays dont le retour à une vie normale était indispensable à l'équilibre européen. Chaque puissance alliée agit selon des méthodes différentes, mais sur un point au moins elles firent de l'unanimité. Identifier, arrêter, condamner les anciens suppôts de Hitler. Les nazis, surtout les SS, furent appréhendés par milliers et parqués dans des camps de concentration avant que d'être livrés à la justice. Le menu fretin fut pris dans les nasses policières, mais la plupart des gros poissons, des grands coupables, échappèrent à une vigilance plus brouillonne qu'appliquée. Et l'État de l'Allemagne, en pleine anarchie, rendait les évasions ou les mises à l'abri aisées. Grâce à un indescriptible chaos, il était relativement facile de se fondre dans la masse anonyme des prisonniers de guerre ou des réfugiés. C'est par hasard que Heinrich Himmler se fit prendre à un barrage tenu par l'armée britannique. Par hasard aussi que Julius Streicher fut identifié sous les aspects d'un artiste peintre. Beaucoup d'autres criminels parvinrent à échapper aux recherches en se cachant en Allemagne même. Tel fut le cas d'Eichmann, qui vécut plusieurs mois dans un camp de prisonniers, de Martin Bormann, l'âme damnée de Hitler, du docteur Mengele, le médecin sadique, de Heinrich Müller, ce responsable de dizaines de milliers de cadavres. Ils y parvinrent grâce à des chaînes d'évasion constituées à la hâte, et dont quelques-unes seulement furent décelées par les différentes polices. Citons Dispin, l'araignée, et aussi Dischleuse, l'écluse, sur laquelle Barzoar donne ses précisions. Le jour de Noël 1944, plusieurs fonctionnaires du ministère de la guerre du Reich reçurent un cadeau inattendu, de faux papiers d'identité. Au début de 1945, des milliers d'officiers SS et d'officiers nazis furent à leur tour munis de faux passeports, faux actes de naissance, fausses cartes d'identité, faux permis de travail, tous établis par la Gestapo et les services spéciaux allemands. Bientôt, devant l'immensité de la tâche, ces réseaux se révélèrent insuffisants. Avec l'esprit méthodique qui est une des caractéristiques de l'âme germanique,
les anciens hitlériens créèrent une organisation clandestine connue maintenant sous le sigle Odessa, Organisation der SS-Angehörigen, qu'on peut traduire par Organisation des membres de la SS. Si l'on se réfère au témoignage d'Eric Erdstein, 7, Odessa avait une autre origine que celle que lui attribuent la plupart des historiens. Odessa fut créée en Italie fasciste quelques mois avant la chute de Mussolini. Elle avait pour but d'aider les Allemands, qui se trouvaient en Italie, et certains fascistes à se réfugier en Allemagne. Curieux comité de secours. Quoi qu'il en soit des origines d'Odessa, voici ce que nous révèle Simon Wiesenthal, qui, avec un constant courage et un flair infaillible, fut et demeure l'un des meilleurs chasseurs de criminels de guerre. Nul ne peut lire ses souvenirs, recueillis sous le titre « Les assassins sont parmi nous », sans avoir le cœur serré devant l'évocation de tant d'infamies, de crimes, d'actes de sadisme. Après une période de pagaille, des comités de secours furent officiellement fondés en Allemagne pour assurer la liaison entre les inculpés nazis, leurs familles et leurs défenseurs. En les autorisant, les Alliés voulurent démontrer qu'ils tenaient à agir en justiciers, rien qu'en justiciers. Officiellement, ces comités n'auraient dû être que des institutions de bienfaisance. Or, en ce domaine, comme en tant d'autres, la naïveté des militaires alliés, et spécialement des Américains, est difficilement imaginable, à moins qu'elle ne s'explique par d'occultes complicités. On ne sera pas surpris d'apprendre que, insensiblement, ces comités prirent une autre orientation que celle qui leur avait été impartie. Entre les prisonniers et leurs proches s'établit une abondante correspondance en apparence anodine. Certes, une censure était instituée, avec mission de retenir les textes suspects, mais les censeurs furent rapidement débordés, si tant est qu'ils prissent leur tâche en conscience. Ces lettres contenaient des messages discrets, car devant l'imminence de leur défaite, les responsables nazis avaient institué des codes cryptographiques. Ainsi furent manigancées de nombreuses évasions et surtout des transmissions de consignes. La plupart des individus arrêtés furent mis en liberté provisoire ou déclarés hors de cause. La justice était débordée sous l'avalanche des dossiers et des dénonciations. Les militaires répugnaient au rôle de geôliers qui leur était imposé. Les faux témoignages à décharge abondaient. Que devenait le libéré ou l'absous dès sa sortie des camps? Il était pris en charge par un délégué d'Odessa, alerté de longue date, qui lui fournissait des subsides. Un faux état civil, un domicile discret. Surtout Odessa lui permettait de bénéficier d'une définitive impunité en l'expédiant vers des cieux plus cléments où il pouvait refaire sa vie en compagnie de frères d'armes ou de sympathisants. Dispin, Dischleuse avait, auparavant, jalonné un axe de fuite allant de Brême à Bari. Mais, rapidement, cette route devint impraticable. Des justiciers juifs l'éventèrent. Il fallut adopter d'autres itinéraires. Préparer ces voies d'évasion, les jalonner d'étapes, les abriter contre toutes indiscrétions, telles furent les tâches auxquelles se voua Odessa et qu'elle mena à bien. C'est ainsi que Odessa utilisa 2 itinéraires principaux, l'un de Brême à Rome, l'autre de Brême à Gênes. Primitivement, l'état-major d'Odessa siégeait à Augsbourg. Dès 1947, il jugea plus prudent de se transporter en République argentine. C'est alors que son réseau européen se perfectionna. Tous les 20 à 50 kilomètres était établi un relais de 3 à 5 sédentaires, qui n'avaient connaissance que des relais précédant immédiatement le leur, ou lui succédant. Ces relais, Anlaufstellen, jalonnaient la frontière austro-allemande, particulièrement à Ostermitting en Haute-Autriche, à Zell am See, près de Salzbourg, et à Innsbruck, dans le Tyrol. Pour recruter des messagers et faciliter leur mission, Odessa usa des procédés les plus ingénieux. À l'ombre des Stars and Stripes, ils utilisaient, nous apprend Simon Wiesenthal, des chauffeurs de camions allemands au service des Américains qui, sur l'autoroute Munich-Salzbourg,
transportaient The Stars and Stripes, journal des GIs. Ces messagers avaient sollicité des emplois de camionneurs sous des noms d'emprunt, et les Américains n'avaient procédé qu'à de superficielles vérifications. Jamais les MP ne fouillèrent les camions, et bien souvent un ou plusieurs fugitifs étaient dissimulés derrière les piles des Stars and Stripes. C'est ainsi que les évadés atteignaient, sans encombre, les Anlofstel, qui étaient camouflés dans des zones désertiques, Told, auberges discrètes, fermes isolées, pavillons de chasse. Le SS en rupture de bonne s'y reposait quelques heures ou quelques jours jusqu'à ce que la route conduisant à la prochaine étape fût sûre. 3. L'Internationale noire de Malmö. La société secrète et occultiste Thulé devint, tout de suite après la guerre de 1918, le levain de l'hitlérisme. Parmi ses affiliés, elle comptera Rudolf Hess, Göring, Himmler, et ce fut elle qui choisit Hitler 8. Officiellement, Thulé disparut pendant la débâcle de 1945. Mais les sociétés secrètes sont protéiformes, et nous avons de bonnes raisons de croire que Thulé ressurgit grâce à des associations occultes répandues dans toute l'Allemagne fédérale, et surtout dans les colonies germaniques d'Amérique du Sud. C'est en 1947 que l'Obergruppenführer Hans Müller fonda une association initiatique dans l'intention de perpétuer les principes du Troisième Reich. Cette association réunit des militants peu nombreux, mais fanatisés, cadres d'autres groupes nazis. Le Francordre comporte 5 degrés d'initiation. Volontaire, régnant, pair, chevalier, porte-glaive. Les épreuves, très dures, parfois mortelles, sont calquées sur celles que subissaient les SS dans les centres de l'ordre noir. Hitlerjugend, SSSA se sont retrouvés dans le sein des divers chapitres du Francordre. Ils accueillaient rarement et malaisément ceux qui n'avaient pas été membres du Parti national-socialiste avant et après la Seconde Guerre mondiale. Les années ont passé. Faute d'un sang nouveau, le Francordre s'éteint. Ses membres, de dynamique, deviennent nostalgiques. Ce sont maintenant de romantiques burgraves. Bien différents et autrement virulents sont les chevaliers de Poséidon, qui se recrutent parmi la jeunesse non seulement allemande, mais internationale, de race aryenne, bien entendu. Le rituel des chevaliers de Poséidon est inspiré par la tétralogie de Richard Wagner et la quest du Graal de Wolfram d'Eschenbach. On choisit des hiéronymes empruntés à ses œuvres. Parsifal, Gawain, Siegfried, les femmes sont admises et juntent les Walkyries. Ce ne sont pas les moins excités contre les races inférieures, spécialement les Noirs et les Juifs. Ce sont les survivants du Francordre et les nouvelles générations des chevaliers de Poséidon qui ont pris l'initiative des réunions de Malmö. Ville et port de Malmö. Peuplée de 250 000 habitants, Malmö est une des plus importantes cités de la Suède méridionale. Grand port de commerce relié par une ligne de ferryboats à Copenhague, distant de 25 km, est à la fois la porte de la Scandinavie et la capitale économique de la Suède méridionale, chef-lieu de la province, LN, de Malmöhus. C'est, depuis une trentaine d'années, le centre de la toile d'araignée que les nazis tissent sur l'ancien et le nouveau monde. La ville a été admirablement choisie. D'abord parce que les communications y sont nombreuses et faciles, aussi bien par mer que par terre. Ensuite parce qu'elle est située dans un pays diplomatiquement neutre, où les demandes d'extradition seraient automatiquement rejetées. Enfin, surtout parce qu'une grande partie de l'intelligentsia suédoise est gagnée à l'idéologie aryenne. Selon les critères biologiques établis par Rosenberg et Dietrich Eckart, le suédois type correspond, plus souvent que l'allemand, à la définition de l'aryenne. Grand, blond, les yeux clairs, dolichocéphale, la musculature puissante mais élancée. Le mythe de la mystérieuse Thulé, berceau proto-historique de la race aryenne, la suprématie de la race blanche, le mépris du sémite, le cousinage ethnique du scandinave et du germain furent proclamés en Suède et en Norvège
bien avant que le nom de Hitler y fût connu. Les premiers, arianolâtres Gobineau, Chamberlain, rencontrèrent en Scandinavie un accueil enthousiaste avant d'être prophètes en Allemagne. Il y eut des rapports étroits entre les groupes Thulé et Edelweiss, celui-ci étant animé par des Scandinaves. Rappelons que Göring fut initié à Edelweiss sur les instances de sa première femme, Karin von Kantzow, née von Fock, descendante d'illustres lignées baltes et suédoises. L'explorateur Sven Hedin. L'apôtre de l'arianisme en Suède fut l'explorateur Sven Hedin, personnage énigmatique à qui toute la Suède garde une vénération profonde. C'est un héros national du XXe siècle. Il fit de longs séjours au Turkestan, en Mongolie et surtout au Tibet. Ses relations de voyage le classent parmi les grands écrivains, comme parmi les meilleurs ethnologues et géographes. Mais ses écrits et ses communications ne révèlent qu'une partie de ses investigations. En fait, il établit une liaison occulte entre des sociétés secrètes d'Asie centrale et des sociétés initiatiques d'Europe centrale. En particulier, ce fut lui qui attira l'attention des Allemands sur le sens magique du swastika. Au sens le plus précis de ce terme, Sven Hedin fut un grand initié. On l'a dit converti au bouddhisme, comme le baron Balthé Ungern von Sternberg, aventurier de génie qui se tailla, durant quelques années, un État indépendant dans le Xinjiang et dont les drapeaux étaient timbrés du svastika, mais d'un svastika tournant, dans le sens opposé à celui de la croix gammée hitlérienne, Neuflas. Plus encore que Stockholm, Munich rend un véritable culte à Sven Hedin. L'ouragan d'indignation anti-nazie qui éclata dès que l'opinion mondiale apprit l'existence des camps de la mort contraignit les groupuscules hitlériens à la plus grande prudence. Le procès de Nuremberg accentua encore leur angoisse. Puis, d'année en année, ces survivants reprirent confiance, non seulement dans leur propre puissance, mais aussi dans la mansuétude, pour ne pas dire la stupidité, de la plupart de leurs adversaires. Discrètement, ils rétablirent entre eux des liaisons actives. Ceux d'Europe furent pécuniairement soutenus par les réfugiés d'Amérique du Sud. Dans les groupes semi-clandestins, il faut citer, parmi les mieux structurés, le Movimento Social Italien, MSI, qui réunissait des nostalgiques du fascisme. Le MSI prit l'initiative d'un congrès noir, qui se tint à Rome en décembre 1950. Les résultats en furent décevants, tant restait vivace l'opposition, pour ne pas dire la rancœur, entre nationaux socialistes et fascistes italiens. On se sépara sans avoir pris de résolution constructive. Parmi les participants à ce congrès raté figuraient l'Allemand Karl-Heinz Priester et un Suédois, l'universitaire Per Engdahl. Loin d'être découragés par cet échec aisément prévisible, ils décidèrent de préparer, pour l'année suivante, à Malmö, un nouveau congrès. Celui-ci, bien organisé, fut une réussite. C'est à Malmö, en 1951, que fut créé l'Internationale noire, dont le titre officiel est Mouvement social européen. Des commissions permanentes furent élues. Depuis Malmö reste le siège central du néonazisme. 15 pays représentés. 15 pays furent représentés par une cinquantaine d'associations. Distelals. Les sympathisants d'Amérique du Sud assumèrent les frais de voyage et de séjour. L'organisation, qui fut excellente, était assurée par la Nysvenska Roselsen, dont le directeur est Per Engdahl. Elle fut assistée par la Skandinavisk Vaen Kaperhum. La première séance fut consacrée à l'élection d'un comité directeur, chargé non seulement de l'efficacité du congrès, mais de l'exécution des mesures qui seraient approuvées. Ce comité était composé de Maurice Bardèche, France, Heinz Priester, Hitlerjugend, Hans Ehler, Suède, Arthur Kilsen, Danemark, Fritz Rössler, Danemark. Arrêtons-nous un instant sur la personnalité de Maurice Bardèche, parent de Robert Brasillach, un Zande, et écrivain de talent. Selon l'expression de Jean Plumienne et Raymond de la Sierra, homme de gauche,
Bardèche est le plus fasciste des Français. En tout cas, on ne peut lui dénier le courage d'afficher ses opinions. Le congrès de Malmö permit de dégager 2 courants de pensée parmi ses participants, courants marqués par la différence de mentalité entre générations. Les vieux, parmi lesquels on rangera Bardèche, restant nostalgiques du passé, mais peu actifs. Les jeunes, rêvant d'actions directes et immédiates. Certains allant jusqu'à reprocher à Hitler d'avoir été trop mou. Cette tendance fut exprimée, avec quelle véhémence, par Colin Jordan, Grande-Bretagne, et Rockwell, USA. Cependant, on se mit d'accord en adoptant les statuts et les modalités d'action du mouvement social européen, MESSES, plus connu comme étant l'Internationale noire de Malmö. 2 couvertures. Dans les séances officielles où la presse fut admise, les congressistes adoptèrent 2 couvertures. D'abord celle d'une entraide effective entre anciens militants et les veuves, orphelins, prisonniers de ceux qui étaient tombés au combat ou avaient été condamnés. Comme le remarque pertinemment Jacques Delarue, il peut paraître étrange que les enfants des SS aient encore besoin de layettes et de biberons. La seconde couverture, Maurice Bardèche lui donna forme lors d'une interview qu'il accorda au Charivari. Nos bases doctrinales, audacieuses peut-être à l'époque, semblent aujourd'hui bien banales. Nous affirmions que, sur le plan politique, l'avenir de l'Europe ne résidait ni dans la plutocratie apportée par les Américains, ni dans le communisme fondamentalement contraire à l'esprit européen. Nous disions que l'Europe devait devenir une puissance unie, indépendante de Moscou comme de Washington, et que les pays européens devaient se donner les moyens de constituer une force économique et militaire commune. Nous prenions parti pour une sorte de socialisme dépassant la théorie marxiste et susceptible d'inspirer une nouvelle expérience corporatiste éclairée par le socialisme suédois. En somme, les séances qui s'étaient déroulées dans le calme et les congressistes n'avaient guère attiré l'attention sur eux. Mais, gagnés sans doute par la fièvre collective qui animait les grandes assemblées hitlériennes, après la séance de clôture, eut lieu un défilé dans les principales artères de Malmö, défilé d'un ordre impeccable, mais dont les participants arborèrent des insignes et des uniformes rappelant l'hitlérisme. La presse, écrite, cinématographique et radiophonique en fit des comptes rendus que les agences internationales diffusèrent dans le monde entier. Au micro de la BBC, Per Engdahl prononça une déclaration dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle était imprudente. Les Suédois, gens calmes, de quelque opinion qu'ils fussent, trouvèrent que la manifestation était déplacée et que ces étrangers abusaient de leur stricte neutralité, les congrès qui se succédèrent. Dans ces conditions, les organisateurs, prudemment, décidèrent que les prochains congrès se tiendraient à huis clos, que les travaux se dérouleraient dans la discrétion, pour ne pas dire la clandestinité. Les années suivantes, il y eut des rassemblements à Berne, Wiesbaden, Luxembourg, Vienne, etc., puis dans des villes sympathisantes d'Amérique du Sud. Non seulement la presse n'en est pas informée, mais le public les ignore, et la police ferme les yeux. Les délégués se masquent en paisibles touristes. Au printemps 1961, à Madrid, se sont concertés les animateurs de la fraction la plus activiste de Malmö. On citera Degrelle, Rudel et Scorzeni. Cette extraordinaire condottière. Qu'il y ait eu des prises de contact entre ces personnages et le chef Royo de la division Azul n'est pas contestable. Otto Scorzeni est l'auteur d'un livre de souvenirs qui ne manque pas d'intérêt, Notre combat et notre défaite. Quelques groupes activistes. Parmi les groupes qui ont été représentés dans les différents congrès, à Malmö et les années suivantes, retenons. En Allemagne, le Sozialreichspartei animé par Otto Ernst Remer. Il a été interdit dans les Länder de la République fédérale, mais ses éléments se sont regroupés dans le Deutsche Nationalpartei. En Autriche réside le Belge Robert Jan Verbelen, qui a adopté le pseudonyme de Jean Maraïr. Il ne semble pas que sa propagande soit très efficace. Plus dynamique est le Sozialorganische Ordnungsbewegung Europa, SOOBE, qui en 1959 organisa un congrès à Vienne.
il groupe des nostalgiques de l'Anschluss. Au Danemark, l'ancien SS Wagner Christensen mène son action sous le couvert d'un cours de biologie sociale qui est appuyé par le journal Fædrelandet. Il est secondé par Sven Salikat. En Finlande, le Svomn Socialinen Like A pour dirigeant Sillanpää. Un Suisse depuis 1956, Gaston Armand-Guy Amandreuse dirige le Nouvel Ordre européen, qui a eu des liaisons avec l'OAS de la guerre d'Algérie. L'Union des citoyens suisses pour la plus grande Allemagne, à Bâle, dispose d'un journal de propagande, d'Inøy politique, le problème irlandais. C'est en Irlande que la situation est la plus critique. Des sociétés industrielles originaires d'Amérique du Sud y ont acheté de vastes terrains où elles ont implanté des industries qui ont prospéré et ont résorbé une partie du chômage endémique dans l'air et renfloué les finances de l'État. Or, certains de ces holdings sont en fait des organismes nationaux socialistes qui disposent d'énormes capitaux provenant des spoliations commises durant la guerre en Europe. Sous le couvert d'assurer des cadres qualifiés, les nazis d'Amérique du Sud ont groupé en Irlande une grande partie de la génération post-hitlérienne. Dans les landes désertiques de l'air, ces néophytes SS suivent un entraînement intensif, aussi bien militaire que psychologique. Ils constitueraient, quand le moment semblerait propice à leur chef, le fer de lance d'une action de revanche en Europe occidentale. Ils allumeraient l'incendie que les autres groupes de même esprit propageraient dans les États démocratiques. Le gouvernement irlandais laisse faire, dans l'incapacité où il est de réprimer sans compromettre son équilibre économique précaire. Situation paradoxale dans la plus chrétienne des nations, celle où le catholicisme est religion d'État. Le catharisme se fourvoie. L'action de l'Internationale noire a pris, dans le sud-ouest de la France, un caractère surprenant. Le catharisme y survit, malgré les atroces persécutions catholiques du temps de Louis IX, dit Saint Louis. Il anime plusieurs églises et sociétés initiatiques se réclamant de l'idéal des parfaits albigeois, ces hommes purs, chastes, qui proscrivaient toute violence jusqu'au meurtre des animaux. On voit mal par quel raisonnement des néo-cathares peuvent s'allier avec les descendants des promoteurs du génocide. L'écrivain Saint-Loup est un ancien de la LVF. Ses livres sont des témoignages de sa vie à l'ombre du svastika. Sa sincérité ne peut être mise en doute, quelles que soient les divergences d'opinion. Or, dans le Charivari, au cours d'une interview, il donne des détails précis, vécus, sur l'actuelle collusion hitléro-cathare et sur l'existence d'un ordre secret des Ariens, auquel il a consacré d'ailleurs un livre, Les Nouveaux Cathares de Montségur. Vers 1932, explique-t-il, l'une des premières personnes de l'époque moderne à se pencher sur les questions occitanes fut l'écrivain allemand Otto Rahn. National-socialiste avant la lettre, imbibé pourtant d'un certain christianisme, Otto Rahn cherchait le Graal dans les grottes de Sabarthès. Ses recherches se sont poursuivies longtemps, et puis Rahn est rentré en Allemagne et, quelque temps plus tard, on l'a retrouvé Obersturmführer dans l'Allemagne SS, ce qui ne l'a pas empêché de revenir en France, en 1937, pour y continuer ses travaux. Les fouilles de Rahn se fondaient sur une phrase de Wolfram d'Eschenbach qui définissait le secret du Graal comme des tablettes de pierre gravées d'écriture païenne, c'est-à-dire d'écriture runique. La question se pose donc de savoir si les nationaux socialistes sont parvenus à mettre la main sur le trésor du Graal, sur le vieux secret arien dont les cathares de Montségur auraient été les détenteurs. Sans y rien comprendre, car est-il philosophie plus opposée aux traditions européennes que la leur? Or, il s'est passé une chose étonnante. Les deux personnes qui en furent les témoins avaient décidé de célébrer à Montségur, le 16 mars 1944, le 7e anniversaire de la défaite des Cathares. Ils s'étaient donc rendus sur place, en dépit de l'interdiction formelle qui leur avait été signifiée par les Allemands, et ils ont vu arriver un petit avion qui, ayant allumé un fumigène au-dessus d'eux, a brusquement dessiné dans le ciel une immense croix celtique juste à l'aplomb de Montségur. Depuis, on a appris que c'est Rosenberg lui-même qui devait être le passager de cet avion. Il en fut empêché par une attaque de la RAF sur la région de Toulouse
qui interdit à l'appareil venant d'Allemagne de se poser. Rosenberg serait revenu peu après sur les lieux. Les fameuses tablettes runiques auraient été trouvées. Était-ce le Graal ? D'après ce que j'ai appris, ce n'est pas dans les grottes de Sabarthèse qu'elles auraient été découvertes, mais près du col de la Peyre. Voici la conclusion de Saint-Loup. Nul ne saura sans doute le fin mot de l'histoire, mais si les SS furent les derniers détenteurs du Graal arien, alors le fait illustre la survivance du national-socialisme à son échelon le plus élevé. 4. Le NPD. Dans l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne fédérale, le nazisme ne s'est pas éteint. Jusqu'en 1964, il a couvé sous la cendre. Mais à cette date, il s'est rallumé sous le couvert d'un nouveau parti politique, le Deutsche Nationalpartei. 5 années plus tard, nous verrons dans quelles conditions, le NPD a cessé d'affronter, au grand jour, les élections et de tenir des réunions publiques. Il est devenu une association discrète, que sa clandestinité ne rend que plus dangereuse, car elle lui accorde l'auréole de la persécution. Souvenons-nous que c'est dans les mêmes conditions que Hitler, après l'échec du putsch de Munich, remporta un triomphe écrasant. Naissance à Hanovre. Le NPD est né à Hanovre le 28 novembre 1964. Il a pris la suite du DRP, Deutschland Reichspartei, parti allemand du Reich, dont le caractère nazi était trop évident. La base de son recrutement a été fournie par les 113 organisations néo-nazies alors recensées en Allemagne fédérale. Ces organisations sont en fait des groupuscules dont certains n'atteignent pas 100 membres et dont les plus importants dépassent difficilement 1 millier de personnes. Pourtant, ils éditent des journaux qui ont une large diffusion. Le plus important est le Deutsche National- und Soldatenzeitung, qui tire à environ 120 000 exemplaires. 700 congressistes, membres ou sympathisants de formation, nostalgiques du nazisme, rassemblés à Hanovre, ont répondu à une invitation, largement diffusée, sur tout le territoire allemand de l'Ouest, par un comité d'organisation qui se fixait pour but d'unifier ce secteur de l'opinion jusqu'alors divisé en de multiples groupes rivaux. 473 participants approuvent les statuts qui leur sont proposés. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Quelques mois plus tard, le NPD compte 25 000 membres inscrits et des centaines de milliers de sympathisants, ainsi que des adversaires farouches d'ailleurs. Ce sont ceux-ci qui, involontairement, lui ont fait la meilleure publicité. Le congrès inaugural de Hanovre a vivement inquiété les correspondants de presse qui y ont assisté. Ils ont été frappés par la virulence des discours, par la nostalgie, non déguisée, du nazisme, par les cris « Heil, Heil », évoquant les rassemblements de Nuremberg. Les journaux de toute l'Europe ont été alertés. Ainsi, Le Monde titre « Retour de flamme en Allemagne ». Faut-il conclure que les bubons d'une nouvelle peste brune sont apparus en Allemagne ? Le nouveau parti bénéficie largement de cette contre-publicité. Le NPD, écrit le Charivari, attire les mécontents, les jeunes de ceux qui ne se sont pas satisfaits du miracle allemand. À la veille des élections générales de septembre 1965, le NPD dispose d'un organe hebdomadaire, hérité de l'un des groupes qui l'ont rejoint, le Reichsruf, qui devient le Deutsche Nachrichten. Il décide de participer à la bataille électorale. Il présente 247 candidats dans 248 circonscriptions de la République fédérale. Aux yeux de l'observateur superficiel, les 2,1% obtenus le 19 septembre par l'ensemble de ces candidats paraissent dérisoires. C'est oublier que le NPD ne se faisait guère d'illusions sur le nombre de voix qu'il allait recueillir. Mais présent partout, il est désormais connu partout. Il a franchi le pas qui sépare le petit groupe velléitaire du parti politique authentique. Les élections municipales de Bavière et du Holstein, en mars suivant, ne font donc que confirmer l'efficacité de cette stratégie. Aussi, en 1965, un congrès fédéral attire-t-il à Munich des dizaines de milliers d'auditeurs.
un orateur follement applaudi, prédit « Un nouveau chapitre de l'histoire allemande vient de s'ouvrir et vous y avez assisté. » Puis 10 000 partisans, dans la salle, se mettent au garde à vous et entonnent le Deutschland, über alles. La doctrine. Quelle est la doctrine du NPD ? Premièrement, un antiparlementarisme virulent. Le parti veut faire renaître le mythe de l'homme fort. Sur le plan économique et social, 3 schémas se dégagent. 1. L'ouvrier allemand ne doit pas céder son emploi à un travailleur étranger. Les étrangers ne doivent pas travailler en Allemagne si des Allemands sont en chômage. 2. Suppression de l'aide aux pays lointains, cessation des réparations attribuées aux Juifs et des versements à Israël. 3. En politique étrangère. Retour à la patrie de tous les territoires de sang et de langue allemand, Alsace comprise, et construction d'une Europe anticommuniste. Voici aussi un thème du NPD, le rétablissement de la vérité historique. Pour savoir ce qu'il y a derrière cette formule, citons l'un des orateurs, le docteur Stockicht. Nous n'avons pas inventé les camps de concentration et ne voulons pas être châtiés pour cela. Il ne faut pas oublier leurs valeurs éducatives. De communistes et de marxistes, ils ont fait de bons Allemands. Le Parti nationaliste-socialiste allemand a été fondé pour arracher l'Allemagne au marasme. Si la guerre a été perdue, c'était la faute de l'ennemi intérieur et de la juiverie internationale. L'Allemagne nationale-socialiste n'a jamais commis de crime. Les Waffen-SS étaient de bons soldats. Le Deutsche Nationalzeitung proclame qu'il faut en finir avec la légende inventée par les Juifs. Citons également un manifeste du NPD. Tant que les pères sont ouvertement et impunément traités de criminels, les enfants ne peuvent être de bons soldats. Adolphe numéro 2. Ce congrès confirme et renforce la structure du NPD. Elle est analogue à celle de l'ancien Parti national-socialiste en ses débuts, à la fois hiérarchique et fédéraliste, avec des responsables choisis et non élus, doués de pouvoir absolu. Le comité directeur comprend 18 membres, dont 6 seulement n'appartenaient pas, avant la défaite, au parti hitlérien. Parmi les plus marqués et les plus influents, citons Meyer Dorn, ancien directeur éducatif des Hitlerjugend, et Waldemar Schütz, Hauptsturmführer, chef de commando de SS. La direction suprême revenait alors à Adolf von Taden. Grand et massif, le cheveu gris soigneusement plaqué, il a le visage rougeaud et les poches sous les yeux du viveur en fin de carrière. Officier d'artillerie, durant la guerre, il descend d'une famille de Junkers prussiens. Ses adversaires le nomment Adolphe numéro 2. Il n'a pas le magnétisme luciférien de son homonyme de sinistre mémoire. C'est un bon orateur, sans plus. Ses manières sont affables, même avec les opposants. C'est surtout un habile diplomate et un excellent organisateur, qui assure d'une main ferme la direction de la presse de son parti. Il a eu l'habileté de se contenter de la vice-présidence, confiant la présidence à un brillant second, Fritz Thielen, personnage impulsif et falot. Le congrès de Karlsruhe. Les 17 et 18 juin 1953, Berlin-Est s'était soulevé contre l'occupation russe. Pour l'anniversaire de cet événement tragique, le NPD tint, en 1966, à Karlsruhe, son congrès annuel. Ce fut un triomphe. La Schwarzwaldhalle, le hall de la Forêt Noire, fut trop petite pour abriter adhérents et partisans. Les discours furent ponctués d'applaudissements prolongés. À pleine voix, on entonna le Deutschland über alles et l'hymne hitlérien Horst Wessel, Lied. Voici l'essentiel de la motion de clôture. La politique présente s'est montrée incapable de mettre un terme à la partition de l'Allemagne voulue par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. L'intégration progressive de l'Allemagne de l'Ouest dans une unité atlantique et la soumission de l'Allemagne de l'Est à la dictature soviétique menacent d'éterniser le partage de l'Allemagne et de l'Europe. Les puissances étrangères qui dominent les peuples européens maintiennent en commun accord la partition de l'Allemagne et de l'Europe dans leur propre intérêt politique.
L'unité et la liberté ne sont possibles que dans une Europe indépendante, capable de protéger son indépendance par un armement suffisant. La prédominance des puissances mondiales doit être remplacée par la volonté libre des peuples européens. En ce qui concerne la politique intérieure, le NPD publie une enquête selon laquelle, dans la Bundeswehr, 20% des recrues sont satisfaites d'être nées allemandes. 80% auraient préféré naître en Suisse, en Suède ou aux États-Unis. Enfin, le congrès de Karlsruhe confirma la direction du parti. Fritz Thielen est réélu président. Adolf von Taden, vice-président, ainsi que Florian Violet et Wilhelm Gutmann. Résultats électoraux. Les élections donnèrent au NPD des résultats inquiétants pour la paix du monde, rappelant ceux qui avaient annoncé la victoire totale du national-socialisme. 2,3% des voix ont été obtenues en septembre 1965 lors des élections au Bundestag, 4% en mars 1966 aux élections municipales de Bavière et de Schleswig-Holstein. Ces 4% représentent 102 élus, dont 4 maires. Les plus forts pourcentages sont atteints dans les petites villes et les villages. Dans plusieurs communes, ces votes ont dépassé 50% des suffrages exprimés. Dans l'un d'eux, ils ont atteint 92%. Nuremberg a donné au NPD 7,3% et Bayreuth 8,3% des voix. Aux deux élections de Hesse et de Bavière, le pourcentage a encore augmenté, 7,7% et 7,4% pour l'ensemble de chacun de ces Länder. D'autres chiffres précisent l'inquiétude des partis centristes en Allemagne et font l'objet de commentaires alarmistes dans les chancelleries. À Brême, le 1er octobre 1967, 8,8% des suffrages. En mai 1968, 9,8% des voix en Bade-Württemberg, ce qui amène 7 députés NPD au Parlement provinciaux. Adolf von Taden s'enhardit jusqu'à proposer une alliance à la CDU, chrétien-démocrate, sur le slogan « L'Allemagne aux Allemands ». Circonspects, les dirigeants de la CDU refusent des sites. Mais, lors des élections présidentielles de 1969, la NPD remportera, sur le plan parlementaire, un indiscutable succès tactique, bien que le parti soit agité par une grave crise intérieure. CDU et CSU. 12 se sont ligués le 5 mars 1969 à Berlin avec les néo-nazis du NPD en faveur de G. Schröder, candidat malheureux à la présidence de la République. Ce n'est pas pour déplaire au NPD que CDU et CSU s'efforcent ensuite de faire l'impasse parlementaire sur la loi de non-prescription des crimes de guerre, adoptée pourtant en cabinet. La loi définitive, promulguée le 26 juin, ne fixe de limite à la prescription que pour le seul crime de génocide. Dans les autres cas, elle est prorogée de 20 à 30 ans. 2 interviews. Conscients et satisfaits des remous internationaux qu'ils causent, les dirigeants du NPD accordent de nombreuses interviews à la presse non germanique. C'est ainsi qu'on a lu dans Paris Match du 3 décembre 1966 cette déclaration de von Taden. En ce qui concerne les frontières de l'Ouest, j'ai déjà affirmé que pour nous, le problème avait été réglé par les accords de Locarno, par lesquels la République de Weimar confirma librement, 6 ans après le traité de Versailles, qu'elle renonçait à l'Alsace-Lorraine. C'est notre position, à nous du NPD, et nous n'en changerons pas. 13 des. À l'Ouest, par conséquent, nous ne demandons rien. À l'Est, en revanche, nous demandons tout ce qu'on nous a pris. Mais nous ne voulons pas l'obtenir grâce à un accord avec les Russes. Nous pensons que les troupes américaines doivent quitter l'Allemagne. Nous estimons, en effet, que la protection nucléaire américaine est inutile et que la protection nucléaire française suffit pour tenir les Russes en respect. Adolf Hendek II confie à l'hebdomadaire belge. Spécial du 27 novembre 1967. D'aucuns s'étonnent que le programme de votre parti ne fasse aucune allusion au problème juif. Quelle est son attitude envers les juifs allemands aujourd'hui ? Actuellement, il y a environ 35 000 juifs en Allemagne occidentale. On peut donc difficilement parler de problème en ce qui les concerne. Quant à savoir pourquoi le programme du parti ne les mentionne pas,
Vous pouvez aussi bien demander pourquoi il ne fait nulle mention des tziganes, des folk dancers ou de ceux qui pratiquent le canotage. Une opinion du Monde. On lit dans Le Monde du 1er mars 1967. Le niveau d'instruction est généralement plus élevé chez les partisans du NPD que dans l'ensemble de la population. 11% ont fait des études secondaires sanctionnées par un examen du niveau du baccalauréat, Abitur, alors que la proportion de Bachelfers en Allemagne est de 4%. Cette caractéristique s'explique par l'aspect petit bourgeois du mouvement. Les catégories socio-professionnelles représentées dans l'électorat NPD accusent en effet, une prépondérance d'employés, 20%, de petits fonctionnaires, 15%, auxquels il faut ajouter ce que la classification allemande, assez imprécise, intitule classe moyenne, 26%, artisans, petits exploitants, pas de long couteau. Adolf Hitler maintint, par le meurtre, l'unité de son parti en faisant massacrer Rohem et ses partisans lors de la nuit des longs couteaux, qui marqua un tournant décisif dans l'évolution du nazisme. 30 juin 1934. À mesure que croissait le nombre des adhérents, l'hostilité se précisa entre Adolf von Saden et Fritz Thielen. Antagonisme personnel, d'abord, divergence tactique, ensuite. Il n'y eut pas de nuit sanglante. Les temps en étaient révolus. Mais querelles et haine réciproques. La dissension couvait depuis des mois dans la direction du NPD et gagnait les militants de base. On était pour ou contre Fritz et Adolf. Von Taden passe à l'attaque. Il se fait élire, le 5 février 1967, président de la section de Basse-Saxe, jusqu'alors fief de Fritz Thielen, en éliminant l'ancien président Lothar Kuhn. Fritz Thielen tente de dresser la section de Basse-Saxe contre son rival. Les tribunaux devant lesquels il porte l'affaire lui donnent raison. La 8e chambre civile de Brême annule l'élection de von Taden. Mais cette intrusion d'une justice démocratique dans les arcanes du parti ne profite pas à Thielen, qui se voit exclu par le Présidion, réuni le 11 mars 1967 à Francfort. Adolf von Taden est accueilli le lendemain à Mayence par des ovations. Le fléchissement électoral enregistré un mois plus tard est rapidement effacé par une nouvelle remontée au mois de juin en Basse-Saxe, à Brême en octobre et dans le bas de Wurtemberg où, en avril 1968, le NPD obtient 9,8% des suffrages, faisant entrer 12 députés. Autrement dit, le NPD a été assez puissant pour surmonter victorieusement cette crise de croissance. Les autres partis politiques se rendent compte, bon gré mal gré, de la gravité de la situation. Même ceux de la droite et du centre, qui avaient flirté avec le NPD, réagissent, s'indignent. La situation est d'autant plus critique que l'URSS, consciente du danger de contamination en Allemagne de l'Est, se fâche. Elle envoie des notes qui ne laissent aucune ambiguïté. En voici un extrait. Le Parti national-démocrate est un produit de l'ordre sociopolitique prévalant actuellement en République fédérale allemande. Ses dirigeants ne font pas mystère du fait que les exigences du Parti national-démocrate ont quelque chose de commun avec certains objectifs du parti dirigeant, l'Union chrétienne-démocrate, et que ces exigences ont été empruntées à des déclarations de dirigeants de ce parti, particulièrement de son aile droite, des revanchards outrecuidants et des néo-nazis, clandestinité. S'il ne réagit pas, le gouvernement de Bonn risque des complications internationales. Il en est discrètement prévenu par les ambassades de l'Est et de l'Ouest. Il est donc contraint de contre-attaquer. Des incidents provoqués par des étudiants éclatent lors des réunions NPD. La police se garde d'intervenir. Von Taden est pris à partie au cours de bagarres de plus en plus fréquentes. Son parti est alors convaincu de troubler l'ordre public par de multiples provocations. D'autre part, à diverses élections partielles, il perd des voix. Von Taden prend alors une initiative hardie. Il se retire officiellement, ainsi que le NPD,
de la vie politique et se pose en martyr. Dans un communiqué diffusé par la presse, il déclare qu'il renonce aux réunions publiques, jusqu'au moment où les lois démocratiques ne resteront plus lettres mortes. Les quelques Allemands qui ont le sens de l'humour noir enregistrent la référence par von Taden aux lois démocratiques. Quoi qu'il en soit, le NPD s'est donc retiré provisoirement de l'arène politique. Il est devenu association discrète, sinon secrète. N'en est-il pas moins dangereux ? C'est ce que l'avenir, un proche avenir, nous apprendra. N'attend-il pas une probable crise économique pour se manifester et avec quelle vigueur ? N'oublions pas que c'est le chômage, la misère, qui ont fait Hitler. D'ailleurs, le NPD garde des sympathies agissantes dans le néonazisme mondial. Il est représenté en Afrique du Sud, en Amérique latine, dans les groupuscules scandinaves, autant de centres où une déflagration nazie, de local, pourrait devenir mondiale. Si le NPD est la plus connue et la plus remuante des associations allemandes, gardant la nostalgie du nazisme, elle n'est pas seule dépositaire de l'idéologie nationale-socialiste. Dans un article de Humanisme, revue du Grand Orient de France, portant le NDEG 45, nous relevons des révélations suggestives puisées aux meilleures sources. Le chancelier Adenauer, malgré quelques nobles paroles, s'efforça d'atténuer l'ampleur des crimes nazis. Très vite, le climat fut celui du pardon, de l'oubli et de la réconciliation. En 1946, une prière fut lue dans toutes les églises d'Allemagne occidentale. Prière pour les victimes juives et leurs persécuteurs. Cette prière demandait à Dieu de pardonner les offenses, les péchés, les erreurs et les crimes commis par des brebis égarées qui ne demandaient qu'à se repentir, et aussi, par la même occasion, d'être bienveillant à l'égard des Juifs morts dans les camps. On lit dans la Tribune des Nations. Du 7 septembre 1962, l'archevêque de Munich va faire construire un couvent sur l'emplacement de l'ancien camp de concentration de Dachau. Ce sera, paraît-il, en signe d'expiation, mais on peut, à juste titre, se demander si ce n'est pas pour faire disparaître toute trace de ce haut lieu du nazisme. Donc, le gouvernement de la Nouvelle-Allemagne s'est efforcé de faire croire qu'il ne restait plus rien du nazisme en Allemagne. Certes, le gouvernement de Bonn s'est désolidarisé des crimes commis et il paillait pour en atténuer le souvenir, mais il a peu fait pour prévenir la jeunesse allemande contre les folies du passé. En mai 1963, l'Institut Allensbach a effectué un sondage d'opinion en Allemagne à la question « Quelle serait votre attitude si un nouveau parti nazi prenait le pouvoir ?» 18% des personnes interrogées ont répondu que cela ne ferait aucune différence pour eux. 12% n'ont pas eu d'opinion. 2% approuveraient et soutiendraient. 5% approuveraient mais ne feraient rien. 29% seraient contre mais ne feraient rien. 34% des interviews ont affirmé qu'ils feraient tout pour s'y opposer. D'ailleurs, plusieurs nazis occupent ou ont occupé des postes importants en Allemagne fédérale. Ainsi, le docteur Werner von Bargen, membre du Parti national-socialiste depuis le 1er mai 1933, Kartendeck 2, 169, 492, fut nommé, en 1960, ambassadeur à Bagdad. De même, le docteur Walter Böcker, ambassadeur au Caire, est-il ancien colonel SS, et le docteur Manfred Kleiber, ambassadeur à Rome, membre du parti depuis 1934. Le corps diplomatique allemand compte 58 criminels de guerre. La police du Bade-Wurtemberg comprend parmi ses gradés 152 anciens membres de la Gestapo. Le 27 février 1962, le journal danois Information dénonça le chef du service intérieur du commissariat de police de Berlin-Charlottenbourg, un ancien responsable nazi, Wilhelm Grohrock, Hauptsturmführer SS, qui en 1943 à Copenhague prit une part active aux mesures de représailles contre la population. En avril 1966, l'un des accusés au procès de Francfort s'évada,
et put rejoindre la Suisse en avion. Déjà, le procès avait débuté par un incident curieux. Le président Hans Forester, qui devait diriger ce procès, fut récusé in extremis. Quelle en fut la cause ? C'est que Forester, anti-nazi, avait perdu des parents dans les camps et l'on craignait qu'il ne fût pas assez impartial. En fait, la direction de la société IG Farben, qui vendait le gaz Zyklon B, fit pression pour que soit écarté du tribunal quiconque pouvait pousser trop loin les investigations. Madame Barbara Jus Dolman, procureure à Mannheim, déclara en 1962 : « Quand un procureur veut enquêter sur les crimes nazis, il se heurte à un véritable mur. Un procureur ne peut, par exemple, faire figurer les criminels nazis sur les listes d'individus recherchés, la police étant à ce point gangrenée par les nazis qu'il n'y a aucune garantie que les suspects ne seront pas prévenus afin qu'ils puissent éviter l'arrestation. Les anciens de la Waffen-SS ont leur tribune, le Volontaire, organe mensuel qui annonça le 19 avril 1959 la création d'une Union fédérale des anciens de la Waffen-SS. Cette fédération groupe 48 unités de SS. Le calendrier du soldat allemand pour l'année 1959 en donne les noms. Relevons seulement SS Panzerdivision Das Reich, SS Panzergrenadieren Horst Wessel, SS Freiwillige Panzergrenadieren Wallon. Der Spiegel du 5 novembre 1952 rapporte les paroles prononcées par l'ex-général SS Ramke au cours du congrès des anciens combattants de la Waffen-SS à Verden. Il déclara : « Les vrais criminels de guerre, ce sont les alliés occidentaux. La liste noire où se trouvent les SS sera bientôt une liste d'honneur. » Dans un communiqué adressé à la presse le 19 mai 1961, le bureau de New York du Congrès juif mondial précisa : des 149 membres du cabinet de Hitler, 52 seulement ont été traduits en justice, 18 ont été condamnés à mort, 9 se sont suicidés. Mars 1965. Au cours d'un rassemblement de Waffen-SS à Hambourg, l'ex-général de l'armée de l'air Röder demanda l'interdiction des partis ouvriers, des syndicats et de toutes les organisations démocratiques. Juin 1960. À Winsheim, 13 000 anciens combattants sont venus écouter l'ex-général SS Sepp Dietrich, ancien commandant de la Leibstandarte Adolf Hitler. Notre but, dit le général d'SS, c'est de redonner aux notions de liberté, d'honneur et de patrie les mêmes valeurs qu'elles avaient auparavant. Les assistants entonnèrent. Nous sommes la garde noire qui aime Adolf Hitler, et si tous deviennent parjure, nous resterons fidèles. L'économiste de Londres a dénombré 46 publications périodiques néo-nazies éditées en Allemagne. Elles tirent de 13 000 à 160 000 exemplaires. 5. En République argentine. Les anciens nazis eurent pour principaux repères l'Orient, surtout l'Égypte, et l'Amérique du Sud. Les Égyptiens, après une période d'éclat, virent leur influence réduite puis éclipsée par l'ingérence des Russes en Méditerranée orientale. Après avoir été des conseillers admirés et écoutés, ces anciens nazis sont considérés comme hors de jeu, comme des parasites. La plupart meurent de vieillesse, après une retraite sans gloire, et parfois épineuse. Ils n'ont pas d'influence sur la jeunesse musulmane, qui a son dynamisme propre, et qui se méfie, d'instinct, de ce qui vient d'Occident. Dès la fin du XIXe siècle, mais surtout après 1919, un grand nombre d'Allemands émigrèrent en Amérique du Sud. La plupart y réussirent comme commerçants, industriels, banquiers, mais surtout comme exploitants de vastes domaines agricoles. Une étroite solidarité les unissait, et ils restaient de cœur profondément attachés à la germanité. Ils se firent néanmoins naturalisés dans les États où ils étaient établis, ce qui ne rompait en rien les liens qui les unissaient à la terre des ancêtres. Car les Allemands, à l'encontre des Français, attachent notre moins d'importance au sol qu'au rang. Selon eux est allemand, et le reste qui est de parents allemands, quel que soit le lieu où les circonstances le font vivre. Ils se considèrent comme germano-brésiliens, germano-chiliens, germano-argentins,
etc. Au sens où les Français entendent dans le principe des nationalités, ces Allemands formaient des États dans les États, ce qui ne gênait d'ailleurs personne dans ce continent sans tradition millénaire. Lors de l'avènement de Hitler, les Allemands de l'extérieur, à la quasi-unanimité, se rallièrent avec enthousiasme au Troisième Reich. Pendant les hostilités, ils le servirent de leur mieux. Les jeunes gens s'enrôlèrent dans la Wehrmacht ou les SS. D'autres agirent sur place, en dirigeant une propagande nazie sans nuance, tout en soutenant, par l'exportation, la puissance économique du Vaterland. Sans oublier, bien entendu, de pratiquer toutes les formes de l'espionnage. Leur racisme anti-juif leur valut des sympathies parmi la population blanche d'Amérique latine, foncièrement raciste, qui déteste les Indiens, les métis et les nouveaux émigrants pauvres. Ils fortifièrent aussi les sentiments anti-Yankees des Américains latins. La défaite de 1945 apparut à ces Allemands extérieurs, Auslandsdeutschen, non seulement comme un cataclysme, mais comme une suprême injustice. Plus encore que de l'infortune des armes, ils s'indignèrent des accusations portées contre le régime hitlérien. Ils nièrent les atrocités de leurs parents d'Europe, ou bien ils les justifièrent en leur opposant les bombardements aériens et le stalinisme. Espérance messianique. Ne voyant dans la débâcle du Troisième Reich qu'un épisode d'une lutte manichéenne entre Ariens et non-Ariens, ils mirent leur espoir messianique, en la renaissance prochaine, glorieuse, implacable, du national-socialisme. Ils accueillirent à bras ouverts les protégés d'Odessa, 14 Ulk, et mirent tout en œuvre, d'abord pour les soustraire à la justice des Alliés, ensuite pour leur permettre de s'établir dignement sur la terre d'exil. Ils ne rencontrèrent aucun obstacle de la part des divers gouvernements, surtout en Argentine. Le Gauleiter von Bohl, responsable à Berlin de tous les Allemands de l'étranger, avait, en République argentine, transmis ses pouvoirs dictatoriaux à un résident de Buenos Aires, Heinrich Korn. Bon organisateur, disposant de fonds illimités, Heinrich Korn créa des instituts culturels, des ligues maritimes et aériennes, une agence de presse, la Transocéane, des quotidiens et des périodiques. Simon Wiesenthal nous renseigne sur l'action clandestine. En Argentine, des Auslanddeutsche 15. L'attaché militaire à l'ambassade d'Argentine de Rome apprit l'allemand afin de lire Mein Kampf dans le texte. Le nom de cet attaché était Juan D. Perón. Le 17 octobre 1943, le colonel Perón, à la tête de ses Descaminados, marcha vers Buenos Aires et fut élu président en 1946. Il avait des commandos volants, organisés comme des commandos SS. Son secrétaire privé était le fils d'un nazi allemand. Après la guerre, les nazis envoyèrent des experts et de l'argent dans le pays. Perón lui-même, d'après une enquête faite après sa chute, reçut environ 100 millions de dollars. Buenos Aires devint le terminus d'Odessa. Des Allemands absorbèrent hôtels et pensions, fournirent des papiers d'identité aux nouveaux immigrants, établirent d'excellentes relations avec les hauts fonctionnaires. Un témoignage récent. La germanisation de l'Argentine se développe en progression géométrique. Récemment, le Figaro 16 charge un de ses grands reporters d'une enquête en Amérique latine. Voici ce qu'il découvre dès son arrivée à Buenos Aires. Dans Corrientes, avenue rectiligne coupant Buenos Aires jusqu'au Rio de la Plata, chaque kiosque à journaux offre aux passants une littérature à couverture rouge. Non pas le petit livre de Mao, mais le bréviaire mensuel du FNSA, le Front National Socialiste Argentin. La croix gammée l'estampille. D'autres opuscules historico-doctrinaires sont à l'affiche ainsi que la photographie géante de l'Obersturmbannführer Otto Adolf Eichmann, lieutenant-colonel de la SS, martyr du national-socialisme. Entassés pêle-mêle, des numéros de Rebellion, Patria Barbara, Vivencia Actual de la SS. Pour 200 pesos, j'achète le fanion commémoratif du Front National Socialiste Argentin. Pour 150 pesos, des reproductions photographiques des chefs nationaux socialistes tombés pour la défense de la race,
de la nation et du peuple. J'aurais pu me fournir en posters nazis dans une librairie de Talcahuano ou de Rivadavia, la rue la plus longue du monde. L'épidémie néo-nazie incube en République argentine et tire son engrais subversif de l'antisémitisme, du racisme, de la haine de la démocratie et de la nostalgie du nazisme. 118 organismes nationalistes ont été recensés. Certains de réelle importance. Tacuara, Guardia Restauradora, Vanguardia, Argentina nationaliste, Movimiento Nacional Socialista. Ils ont été patiemment regroupés, depuis 1967, sous un organisme unique, Junta Coordinadora de Organizaciones Nacionalistas. Le plus activiste de ces groupements est Tacuara, la Lance, qui a pour chef José Bexter et Alberto Ezura Uriburu, ce dernier étant d'origine basque. Un des propagandistes de Tacuara est le RP Juilo Mainviel, de la Compagnie de Jésus, qui souhaite envoyer au bûcher les Juifs, les Métis, les Nègres, les Yankees, le cuirassé Graf von Spee. Après une lutte héroïque, le cuirassé allemand, Graf von Spee, est mortellement atteint par les HMS Exeter, Ajax et Aquil à l'embouchure du Rio de la Plata, le 19 décembre 1940. Ces avaries sont si graves qu'il se réfugie à Montevideo pour réparer. Au nom de la législation internationale, le gouvernement uruguayen ne lui accorde refuge que pour 72 heures. Écoulé ce délai, le bâtiment blessé reprit le large, se saborda hors des eaux territoriales et, après avoir veillé à l'évacuation de l'équipage, le commandant Langsdorff se suicida. 33 marins allemands, tués au combat, furent inhumés à Montevideo avec les honneurs militaires, en présence des survivants internés en Uruguay et des autorités uruguayennes. Les rescapés s'établirent en République argentine, où nous allons les retrouver, à Buenos Aires. Après l'enterrement, se passa un incident tellement extraordinaire que nous en laissons la responsabilité à Erich Ernstein. Les familles de marins allemands ayant demandé le rapatriement des corps qui avaient été enterrés à Montevideo, le gouvernement uruguayen accorda les autorisations nécessaires aux exhumations. Comme tout ce qui concernait les Allemands, entré dans mes fonctions, je pus assister à l'exhumation des bières. Au cimetière de Montevideo, les cercueils étaient de simples caisses de bois. Au moment où on les hissait hors des tombes, l'un des fossoyeurs remarqua qu'ils étaient d'un poids anormalement élevé. Mu par une sorte d'intuition, et prétextant qu'il fallait vérifier l'état des corps, je fis transporter l'une des caisses à l'Institut médico-légal de Montevideo, où on l'ouvrit. Le cercueil contenait bien un cadavre d'officier, mais il renfermait aussi plusieurs fusils, soigneusement emballés dans du papier sulfurisé, des armes qui provenaient de l'armurerie du Graf von Spee. On fit exhumer les autres cercueils, eux aussi contenaient des armes. Sans doute avaient-elles ainsi été dissimulées en prévision d'une subversion. Bien rares sont les rescapés du Graf von Spee qui ont succombé à Heimweh, la nostalgie du pays natal. La plupart se sont fixés en Uruguay ou en Argentine. Ils s'y sont faits, grâce à leurs compatriotes, de solides situations, ont fondé des foyers avec de jeunes Allemandes, ont procréé des ribambelles, de petits Ariens blonds aux yeux bleus. Presque tous atteignent ou dépassent la soixantaine, mais restent de rudes gaillards, invinciblement persuadés que, avant de mourir, ils verront, en Europe même, la revanche. Le svastika, l'aigle bicéphale, timbreront de nouveau les pavillons des navires de guerre, embossés à Kiel. Alain Pujol a eu la chance de rencontrer, à Buenos Aires, quelques-uns de ces loups de mer. Je suis, écrit-il dans le Figaro, au bar Bodensee, à l'intersection des rues Monroe et Kramer. Les survivants du Graf von Spee s'y retrouvent souvent. Chaque premier samedi du mois, l'ex-lieutenant de vaisseau Frédéric Razenac, le plus ancien dans le grade le plus élevé, préside la réunion. Le Horst-Wessel, entonné à pleine voix par les marins en uniforme, fait trembler les chopes mousseuses. Au Bodensee, je rencontre des Ukrainiens, des Croates,
Des Lettons, des Wallons, des Hongrois, un Estonien, tous anciens combattants SS. La HIAG, tous combattants de mer, de terre ou des airs, fraternisent au sein de la HIAG, 18, qui sous le couvert d'une association mutualiste représente ici l'idéal national-socialiste dans toute sa pureté. Les membres de la HIAG sont les durs des durs. Ils militent pour la réhabilitation des anciens SS, pour l'amnistie inconditionnelle en faveur des condamnés au titre de crimes de guerre, la suppression des poursuites en cours, la condamnation des commandos juifs qui ont arrêté Eichmann et, disent-ils, assassiné le docteur Mengele. Ils se taisent sur le sort de Bormann, ce qui laisserait à penser que le libre bras droit de Hitler était bien mort, comme le bruit en a couru. À la tête de la HIAG se trouve Kurt Meyer, ancien général des Hitlerjugend. Cette pépinière des SST de sa carrière est symptomatique. Au lendemain de la guerre, une cour martiale canadienne le condamne à mort pour avoir commis des atrocités durant la bataille de Normandie. Sa peine capitale est commuée en détention perpétuelle. Il a été libéré en 1954. Retourné en Allemagne fédérale, il y était reçu en héros national. La direction de la HIAG lui a été confiée. Il l'a si bien développée qu'elle a maintenant des filiales dans le monde entier et qu'elle ne cache pas ses buts véritables. C'est une force de frappe d'autant plus redoutable qu'elle maintient l'esprit de revanche dans la jeune génération. Groupée et éduquée clandestinement, selon les méthodes des Hitlerjugend. 6. Au Paraguay, à Oes Misiones. Le Paraná est un des plus majestueux fleuves d'Amérique du Sud et du monde entier. Il s'allonge sur 300 km avant de se jeter dans l'estuaire du Rio de la Plata. Sa largeur moyenne est de 4 km, mais en temps de crue, elle atteint 30 km. La majeure partie de son cours traverse le Brésil. Vers l'aval, il forme la frontière entre cet État et le Paraguay, puis entre cette nation et l'Argentine, où se situe son cours inférieur. Entre les deux premiers de ces pays, il comporte des bras coupés d'îles, de sorte que malgré ses dimensions énormes, il est traversable et même parfois guéable. Soumis au régime tropical, avec un maximum en mars, son débit oscille entre 6 000 et 16 000 mètres cubes. Ce fleuve a joué, et joue encore, un rôle essentiel, plus que le fleuve Paraguay, sur le développement et la structuration du Paraguay, territoire continental. Nation peuplée de 80% de métis, le Paraguay a une superficie légèrement inférieure à celle de la France, mais une population qui n'atteint pas 2,5 millions d'habitants, dont un 5e résident à Asunción, la capitale. La majeure partie du sol est occupée par d'immenses marais ou des forêts encore peu explorées. C'est un des pays qui a le moins évolué depuis l'Amérique précolombienne. Après l'exploration et la conquête par des conquistadors espagnols au XVIe siècle, les jésuites s'y installent, gagnent l'amitié des Indiens Guarani et y organisent une fédération de réduction, où l'esclavage est aboli et où les indigènes jouissent d'un bien-être qu'ignorent encore les autres peuples autochtones du reste de l'Amérique latine. Cette organisation paternaliste excite la convoitise des Espagnols et des Portugais. Les jésuites sont chassés du Paraguay et leur œuvre détruite, d'où des siècles de misère et de confusion. En 1811, le Paraguay conquiert son indépendance. Il est soumis, de 1815 à 1840, à une dictature. De 1861 à 1870, il est en guerre avec ses voisins, Brésil, Argentine et Uruguay. Il en sort ruiné, dépeuplé. La population est réduite à 28 000 hommes et 200 000 femmes. Appelés par le gouvernement, les immigrants affluèrent dès la seconde partie du XIXe siècle. On vit arriver des Grecs, des Polonais, des Italiens, des Japonais, mais surtout des Allemands. Ceux-ci furent bientôt les plus nombreux et les mieux organisés. Ils tinrent les positions clés de l'économie paraguayenne et, bien souvent, le pouvoir politique. Ainsi, le président actuel, le général Alfredo Stroessner, est le petit-fils d'un officier de cavalerie de Bavière. Pour ne citer qu'un exemple de la germanisation, rappelons que la garde de l'armée défile au pas de loi et porte le casque à pointe.
la province argentine de Misiones est séparée du Paraguay par le Rio Paraná, qui y coule entre des forêts vierges. Cette province, grande comme notre Bretagne, mais plus allongée, pénètre tel un coin entre le Paraguay d'un côté et le Brésil de l'autre. Elle est circonscrite entre les rios Paraná et Uruguay. La garde des frontières est illusoire dans cette zone aux 700 variétés d'arbres aux troncs colossaux, festonnés de lianes et d'orchidées géantes, avec ses jagars, ses toucans, ses perroquets, ses oiseaux-mouches. Par place, dans des essarts, on trouve des plantations de maté, de thé et d'autres cultures tropicales. Les paysages sont d'une sévère majesté. Les exploitations, les fazendas, sont isolés par des kilomètres carrés de sylves impénétrables, traversés par de rares pistes où l'on ne pourrait s'aventurer sans guide. La plupart de ces domaines isolés sont la propriété d'Allemands, qui en quelque sorte prirent la relève des jésuites, mais usèrent de méthodes différentes. Bien que la plupart d'entre eux soient naturalisés paraguayens, ils ne se considèrent pas moins comme allemands, d'autant plus qu'ils se marient entre eux, surtout depuis 1945. La notion de nationalité perd de sa rigueur juridique dans ces immenses régions. Comme les fonctionnaires sont ingénument vénaux, rien n'est plus facile que d'être en possession de multiples passeports, tous réguliers. Argentins, brésiliens, uruguayennes, avec un ou plusieurs états civils. Adolf Schwelm. L'organisateur de la colonisation germanique fut l'Allemand. Adolf Schwelm, qui arriva en Amérique du Sud, aussitôt après la défaite de 1918 et qui mourut en 1948. Dès la publication de Mein Kampf, il devint un hitlérien inconditionnel, faisant sienne cette déclaration solennelle émanant du prédécesseur de von Boll. Nous autres, nationaux-socialistes, ne considérons pas les Allemands, résidant à l'étranger, comme Allemands par hasard, mais comme Allemands selon la loi divine, de même que nos camarades du Reich sont appelés à collaborer à l'entreprise conduite par Adolf Hitler, de même nos camarades de l'extérieur doivent y participer. Schwelm fut un des agents les plus actifs du réseau Odessa. Ses successeurs, tous nazis, furent aussi actifs et efficaces. Selon Alain Pujol, 20 ans après la mort de Schwelm en 1968, on évalue à 16 000 les évadés des camps alliés, les prévenus de crimes de guerre, les anciens SS qui se sont fixés dans cette zone quasi impénétrable, où 3 frontières mal gardées, mal délimitées, permettent de jouer impunément à cache-cache avec les autorités régulières et plus encore avec les commandos juifs qui ont fait le serment de venger les millions de leurs frères massacrés dans les camps de la mort. Erich Erdstein, qui fit la chasse aux nazis dans cette zone, nous donne un détail curieux sur les activités des anciens hitlériens et de la génération actuelle. La mise en circulation de faux dollars des États-Unis, parfaitement imités grâce aux planches retirées du lac de Taplitz. Les faux dollars étaient d'une grande perfection. La gravure était absolument impeccable. Le seul moyen de les détecter était de les plier et de les frotter sur une surface blanche, où l'encre ne laissait aucune trace verte, alors que les dollars authentiques en laissent une. Ce test est aujourd'hui connu. Il avait dû être conçu à l'époque où Hitler tentait de perturber l'économie des Alliés en introduisant des masses de fausses monnaies. La contrebande. Mais la principale source de richesse des rescapés du Troisième Reich est la contrebande. Les bagaleros, contrebandiers, sont tout-puissants. Supérieurement armés, bien équipés, bien organisés, ces outlaws réalisent des bénéfices énormes. Un de leurs chefs serait le docteur Mengele, ce médecin des camps de concentration qui assassina des dizaines de milliers de prisonniers et dont la tête est mise à prix pour 75 000 $. Les bagaleros, encadrés par d'anciens SS, disposent d'avions quadrimoteurs. Ils ont installé des aérodromes disséminés dans la forêt tropicale de Guyane, du Venezuela, de la Bolivie et surtout du Paraguay. Selon des évaluations officieuses, rien qu'au Brésil, le chiffre d'affaires de la contrebande atteint 4 milliards de $ par an. Certains fonctionnaires des douanes se font les complices des bagaleros. Une équipe de ces derniers se livre au trafic des minerais stratégiques. Un vieux bombardier banalisé
a été saisie, chargée de 8 tonnes de tantalite. Une équipe dispose de 7 bimoteurs et quadrimoteurs et se livre à la contrebande de la tantalité, de la cassiterite et de la colombite, tous minerais radioactifs. Les germano-paraguayennes constituent des stocks de ces minéraux indispensables aux recherches atomiques. Ils ont construit en zone inaccessible des laboratoires d'essai dirigés par des chimistes évadés de l'Allemagne de l'Est. Pendant sa quest de Mengele, ce médecin maudit, Erich Erdstein, découvrit, au cœur de la sylve germano-paraguayenne, le repère d'un ancien nazi, Seyboth, vaste domaine défendu comme une forteresse. Des barbelés interdisent la berge de chaque côté et des pieux sont enfoncés dans la vase de sorte qu'il n'est pas possible d'aborder sans emprunter le débarcadère où veille un homme armé. De même, du côté paraguayen. Erdstein loue un avion, dont le pilote, Wanderer, quoique allemand, est anti-nazi. Après diverses tentatives, il peut apercevoir le domaine suspect. C'était bien un toit badigeonné de larges vagues de brun et de vert. Les gens étaient camouflés contre le repérage aérien. Comme nous passions très bas au-dessus de la clairière exiguë qui abritait le bâtiment, nous vîmes que c'était un véritable blockhouse, doté de 10 A. Wanderer et moi ressentîmes distinctement une série de chocs et le fuselage résonna sous l'impact de balles de mitrailleuses. Quelques jours plus tard, ayant réuni une troupe d'hommes résolus, bien armés, Erdstein donne l'assaut du fortin de Seyboth. Nous foncions vers la grille d'entrée de la villa lorsqu'un garde commença à nous tirer dessus. Ma voiture, qui venait en tête, fut touchée 2 fois. On nous envoyait des chevrotines et il y eut pas mal de dégâts faits à la carrosserie et aux vitres. Mais, heureusement, personne ne fut touché et ni le moteur ni les pneus ne furent mis hors d'usage. Renonçant à l'idée d'ouvrir la grille, je la percutai à grande vitesse et défonçai les battants. Mes 2 compagnons ouvraient le feu à coups de revolver sur le garde. Il s'enfuit à travers les cultures en direction de la villa, d'où partit bientôt une intense fusillade. Un combat acharné dura plusieurs heures, et il fallut, avant de tenter un assaut décisif, demander des renforts. Quand ceux-ci furent à pied d'œuvre, la forteresse se rendit, mais Seyboth et Mengele s'étaient enfuis. Il ne restait plus que des comparses, atteints d'un mutisme inguérissable. Des fortins comme celui de Seyboth, il en existe des dizaines dans l'enclave nazie. Repères de contrebandiers, centres de conspiration, préparation de coups d'État, il est aisé d'imaginer le rôle qu'ils joueraient si l'Amérique latine s'embrasait sous une flambée dictatoriale, sous un péronisme nouveau style, c'est au Chili, en Patagonie, sous des appellations diverses et sous des couvertures anodines, la Tacuara a essaimé dans la plupart des États d'Amérique du Sud. Groupes initiatiques, politiques, mafias, jouant un grand rôle dans les révolutions endémiques qui agitent ces nations où le pouvoir est particulièrement rémunérateur. Faut-il redire que l'armement moderne est coûteux, plus encore que les consciences, siècle. C'est au Chili que, avant la guerre, on comptait le plus d'Allemands émigrés, 60% des habitants aisés de certaines villes. Les colonies germano-chiliennes sont bien structurées et nostalgiques du national-socialisme. Elles animent et commanditent des associations racistes et germanophiles, dont l'association chilienne anticommuniste et le mouvement pro-chilien. Elles ont de solides appuis dans la police et l'armée. Au cours des fréquents pronunciamentos, elles soutiennent les hommes politiques qui leur sont favorables. Sous couvert d'anticommunisme, elles s'insinuent non seulement dans les rouages de l'État, mais dans les principaux secteurs économiques. Sous prétexte de gérer des exploitations agricoles, elles tiennent à merci les points stratégiques de la cordillère, constituant des hérissons défensifs qui pourraient instantanément devenir des bases de départ pour des expéditions militaires dont elles fourniraient les cadres et le matériel. La colonie Dignidad en est un exemple. Elle est située au pied des Andes, dans une région difficilement accessible, près de Parral, au centre du Chili, entre Talca et Chillán,
250 colons y ont pour chef Paul Schaeffer, ancien as de la Luftwaffe, qui a été délégué avec plein pouvoir par la mission sociale privée, dont l'état-major siège à Syburg, en Allemagne fédérale. La plupart des colons sont mariés et ont des enfants. Tout ce petit monde est assujetti à une discipline qui tient plus du bagne que de la caserne. Les gros travaux sont exécutés par des Untermenschen, des sous-hommes, de race inférieure, qui sont traités comme des esclaves, roués de coups à la moindre occasion. 2 de ces malheureux purent s'évader. Ils portèrent plainte. Torture, sodomie imposée, sadisme collectif. La presse d'opposition s'empara de l'affaire et donna de telles précisions que le scandale non seulement ne put être étouffé, mais se répercuta jusqu'au Parlement chilien. Nul, même à l'extrême droite, n'y prit la défense des tortionnaires. À l'unanimité, les députés votèrent la constitution d'une commission d'enquête. Un juge d'instruction, connu pour son intégrité, le seigneur Hermann Olata, fut commis. Après avoir entendu les plaignants et reçu des rapports médicaux, il délivra 30 mandats d'arrêt, tous exactement motivés. Il s'agissait de faire exécuter ces mandats. De Parral partit une colonne de policiers. À Dignidad, ils furent reçus à coups de fusil et durent battre en retraite. Trop peu nombreux et insuffisamment armés pour entreprendre l'investissement de cette véritable place forte. Tandis qu'on expédiait en renfort des unités militaires, Schaeffer et les principaux coupables prirent la fuite vers l'Argentine, distante de 20 lieues. Ils y furent reçus triomphalement par la colonie germano-argentine. Le Rio Negro, écrit Alain Pujol, est accueillant aux anciens SS fuyant le Chili. Le Chili est hospitalier aux anciens SS fuyant le Rio Negro. Le Paraguay aux nazis d'Eldorado qui traversent la Paraná, l'ouest brésilien aux transfuges de l'Uruguay. Le chassé-croisé s'exécute sans interruption comme la figure du quadrille. Forteresse secrète. Les côtes du Chili s'allongent sur plus de 2000 km à l'an, du nord de l'île de Chiloé, au sud jusqu'au détroit de Magellan et la Terre de Feu. Elles comportent un inextricable réseau d'îles, de fjords, pour la plupart déserts et escarpés, défendus, de surcroît par des écueils, des récifs. C'est un des paysages les plus terrifiants et des plus mal connus des Amériques, et la topographie en est encore incertaine, jusqu'au cercle polaire austral. Or, de fin 1944 à l'hiver 1945-1946, cette zone côtière fut le théâtre d'événements mystérieux. Les rares témoignages qu'on a pu recueillir concordent. De grands sous-marins se sont approchés d'îles désertes, ils ont mis à l'eau des embarcations lourdement chargées. Après ces expéditions, souvent nocturnes, nul n'a revu les submersibles. Quelques marins caboteurs trop bavards, qui péroraient dans les rares caboulots de Punta Arenas, ont disparu, eux aussi, sans laisser de traces. Cependant, alerté par les consuls des pays ex-alliés, le gouvernement chilien a d'abord soutenu qu'il s'agissait de ragots, de matelots ivres. Devant l'insistance des autorités diplomatiques, des missions d'enquête ont été envoyées dans les régions signalées. Elles n'ont donné aucun résultat, ce qui était prévisible. Prévisible parce que depuis le siècle, le Chili est le pays le plus germanisé de l'Amérique du Sud, celui où l'influence hitlérienne avait été la plus sensible durant les hostilités. Il était de notoriété publique, et nul ne le cachait, que de nombreux nazis y avaient trouvé refuge au montant de la débâcle. De là à déduire que tout ou partie des trésors nazis avaient été mis en sûreté, par sous-marins, dans des caches soigneusement préparées le long des côtes chiliennes. L'hypothèse est vraisemblable. On peut même la tenir pour probable quand on se souvient de la déclaration de l'amiral Dönitz lors de l'instruction du procès de Nuremberg. La flotte sous-marine allemande est fière d'avoir construit un paradis terrestre, une forteresse inexpuable, quelque part dans le monde. L'exemple du Dresden. Le témoignage qui va suivre est extrait des souvenirs
de Marc Auger, alias Saint-Loup, ancien combattant de la LVF et écrivain de talent. 23. Traqué en France, Marc Auger se procure des pièces d'identité sous le nom de Gévaudan. Il s'embarque pour l'Amérique latine, rejoint la République argentine, où il obtient un emploi dans l'administration. Il y retrouve des anciens combattants de la Waffen-SS, dont des camarades de combat de la Légion Charlemagne. Les hitlériens sont nombreux et protégés dans l'entourage de Juan et d'Eva Perón. Parmi eux, les généraux Galan et Rudel et l'Oustachi, croate Ante Pavelić. D'un de ses proscrits, général SS, Gévaudan, 21 Dra, recueille une confidence capitale. La défaite militaire est un accident. L'avenir du nationalisme-socialisme est assuré. Nous avons aménagé une base secrète dans l'archipel de la Terre de Feu. Les hommes sur lesquels repose l'avenir sont installés là-bas, et aussi protégés que le Dresden après la bataille des Falklands. En décembre 1914, après une série de victoires, l'escadre légère de l'amiral von Spee fut presque totalement coulée par les forces supérieures en nombre et en armement de l'amiral Sturdy. Ce drame de la mer eut lieu devant les îles Falkland, archipel situé à l'est de la Terre de Feu. Seul le croiseur Dresden, orgueil de la marine allemande, échappa au désastre. Grâce à des espions allemands installés de longue date à Punta Arenas, l'unité survivante s'embossa dans une crique ignorée de Patagonie. Il y pansa ses blessures et s'ancra pendant 2 mois, dans une sécurité totale, que ne troubla pas le moindre incident. Il aurait pu y attendre paisiblement la fin des hostilités si l'état-major général de la Kriegsmarine ne lui avait, par TSF, ordonné de regagner les eaux européennes. Or, depuis 1914, la topographie de cette extrémité de l'Amérique reste presque aussi rudimentaire, les côtes aussi inexpugnables, les chances d'échapper à un ennemi quelconque aussi assurées. Le vaisseau fantôme. En Patagonie, les frontières, toujours contestées entre l'Argentine et le Chili, restent indécises. Partout, la côte a la même configuration. Partout, l'intérieur des terres est désertique, inculte, sinistre. Vers 1952, et nous suivons le récit de Saint-Loup, un cotre qu'il baptise dans son récit SS Viking affronte ses côtes. Il a pour capitaine un ancien officier de la Kriegsmarine, pour équipage quelques anciens Waffen-SS et l'auteur des Nostalgiques. C'est sinon folie, du moins témérité que de caboter dans cette zone avec un bateau aussi frêle. Que cherchent ces marins perdus ? En apparence à ravitailler certains des leurs qui auraient trouvé refuge dans quelques fjords, en fait à retrouver un trésor nazi, ou à se mettre au service de celui dont le souvenir les hante. L'expédition se solde par un échec, mais revenu dans un pays civilisé, le narrateur n'en proclame pas moins. Le national-socialisme a perdu ses formes temporelles en 1945. C'est pour renaître dans la perspective cosmique, dépouillé de ses faux-semblants politiques et de ses erreurs toutes humaines. Les hommes meurent, pas les dieux. 3 U-boot fantômes. Plusieurs mois après la capitulation du Troisième Reich, les rares sémaphores des côtes méridionales d'Amérique latine signalèrent la présence de sous-marins naviguant en surface. L'un d'eux, l'U-530, commandant Otto Wermuth, fut identifié grâce à une circonstance fortuite. Par suite d'une grave avarie, il dut se rendre le 10 juillet 1945 à l'autorité bolivienne de Sucre, 22 de Zulte. Il ne transportait rien de suspect. Mais le commandant reconnut qu'il avait quitté la Baltique le 19 février 1945, qu'il avait fait escale en Norvège d'où il était reparti le 13 mars 1945. Il restait muet en ce qui concernait les 4 derniers mois de navigation. Où s'était-il ravitaillé ? Comment et pourquoi se trouvait-il au sud de l'Amérique ? Les autorités boliviennes respectèrent sa discrétion, mais quelques confidences de sous-mariniers éméchés laissèrent entendre qu'ils avaient accompli une mission de la plus grande importance. Un autre sous-marin allemand, le U-977,
se rendit à l'amirauté argentine le 17 août 1945. Commandé par le lieutenant Heinz Schäfer, il avait également navigué pendant 4 mois. En septembre 1946, 17 mois après l'écroulement du Troisième Reich, la baleinière norvégienne Juliana II croisait entre les îles Falkland et l'Antarctique. Arraisonné par un U-boot, ce navire fut contraint de lui remettre ses réserves de carburant. Que faisait ce sous-marin dans l'Atlantique Sud ? Pendant des mois, il lui avait évidemment fallu s'approvisionner en vivres et en carburant. Il aurait pu le faire dans un port de l'Argentine, dont les sympathies pour le nazisme n'étaient pas un mystère. Faut-il admettre qu'il avait trouvé un abri inexpugnable dans la mystérieuse base évoquée par l'amiral Dönitz, et que seule une fortune de mer l'avait contraint à révéler son existence en arraisonnant la Juliana II. La prospère Patagonie. Quittons maintenant les côtes pour l'intérieur des terres. Depuis une vingtaine d'années, la Patagonie émerge de la misère. Ces paysages insolites attirent de nombreux touristes et surtout on y prospecte du pétrole, des métaux rares, de l'uranium. La Patagonie est en passe de devenir, en Amérique du Sud, l'équivalent de l'Alaska en Amérique du Nord. Des sous-marins mystérieux y firent escale afin d'y cacher toute ou partie du trésor nazi. Le bruit courut même que Hitler n'était pas mort et attendait, dans une forteresse imprenable, l'heure de sa revanche. Hypothèse bien hasardeuse si l'on se souvient que, à l'heure actuelle, le Führer aurait dépassé 80 ans. Mais ce qui est indéniable, c'est que la Patagonie est une position clé de la stratégie internationale. C'est dans l'île lacustre de Helmut qu'un savant nazi, le PR Ronald Richter, installa une usine atomique, une des premières du monde, en date et en importance, pour le compte du dictateur Péron. La construction de l'usine fut interrompue, du moins officiellement, par la chute de Péron, mais il est certain que des travaux ont continué en secret, sous l'impulsion du professeur allemand Kurt Tank. Les réfugiés nazis, les adhérents de la HIAG, sont relativement nombreux en Patagonie, soit qu'ils se mutent en hôteliers, soit qu'ils prospectent le pétrole et l'uranium. Il n'existe pas de police en cette région perdue. Les Allemands en sont les maîtres. Ils suppriment les indiscrets. Faut-il attacher foi aux rumeurs qui circulent avec persistance relativement à des constructions d'engins nucléaires et la mise au point d'armes nouvelles ? Le gouvernement argentin se garde d'enquêter et la Takuara veille à la sécurité de ses alliés germaniques. Mais il y a liaison constante entre les Allemands patagons et les émissaires des 3 principales sociétés argentino-nazies. La Takuara d'abord, aussi la Guardia Restauradora et le Movimiento Nacional Socialista. 8. Le CAS de Grelle. En 1906, à Bouillon, dans le Luxembourg belge, naît Léon de Grelle. En 1935, cet athlète à la faconde entraînante rachète une maison d'édition de l'Action catholique, nommée Rex, par allusion au Christ roi, Christus Rex. Il transforme de fond en comble cette affaire languissante et lance l'hebdomadaire Rex qui, c'est Léon de Grelle qui l'affirme, connaît rapidement des tirages véritablement fabuleux pour la Belgique, d'alors 240 000 exemplaires vendus chaque semaine. Grâce aux bénéfices ainsi réalisés, et aussi grâce à l'appui discret de capitalistes d'extrême droite, des Grelle fondent ensuite un quotidien, Le Pays réel, qui connaît autant et plus de succès que l'hebdomadaire, et qui devient le porte-parole d'un nouveau parti politique, le rexisme. De Grelle secoue la Belgique wallonne jusque dans ses fondements, et tout au moins dans ses débuts, inquiète les Flamands. Puis s'établit sinon une alliance, au moins un modus vivendi, entre rexistes et flamingants. Prétendant défendre les positions politiques du catholicisme, mais tenu bientôt en suspicion par la hiérarchie, le rexisme prône un système gouvernemental autoritaire et corporatif de type fasciste, maurassien. Non seulement De Grelle, d'une main de fer, dirige son quotidien et son parti, mais il se révèle un orateur meneur de foule comme Mussolini et Hitler. Je donnais en 3 ans, confie-t-il, plusieurs milliers de meetings, plusieurs chaque soir, de plusieurs heures chaque fois,
toujours contradictoires. Un jour, je parlais 14 fois, dès 7h du matin jusqu'à 3h du matin, la nuit suivante. Je choisissais les salles les plus grandes, telles que le Sport Palais à Anvers, 35 000 places, et le Palais des Sports à Bruxelles, 25 000 places. Nombreux furent les Belges qui arborèrent à leur boutonnière le symbole rexiste. Un balai. Balayer les communistes, les trafiquants, les politiciens. Malhonnêtes, les affairistes. Car De Grelle accusait les partis politiques traditionnels d'incompétence et de concussion. Il obtint des succès brillants, mais éphémères, lors des élections législatives du 24 mai 1936. Le rexisme remporta 21 sièges de députés et 12 de sénateurs. Mais il est battu, le 11 avril 1937, aux élections partielles qui l'opposent personnellement au ministre Van Zeeland. Le déclin du rexisme se précise aux élections municipales d'octobre 1938. De Grelle a commis l'imprudence de prôner la collaboration avec l'Allemagne de Hitler, au moment même où le Führer traverse une crise délirante d'expansionnisme. Malgré ses échecs parlementaires, la baisse de tirage du pays réel, l'indifférence puis l'hostilité de la masse électorale, Léon de Grelle ne perd pas courage. Il affirme même qu'il n'a jamais été aussi puissant. Jusque-là, j'avais eu autour de moi une cohue de sympathisants hétéroclites. Maintenant, je commande une troupe bien organisée, fanatisée, imitée du facio italien et des SS hitlériens. De Grelle sait que les dictateurs prennent le pouvoir avec l'aide inconditionnelle d'une minorité prête à tout, et il les imite. Des émissaires nazis en Belgique, nombreux et efficaces, n'épargnent rien, dans tous les sens du mot, pour soutenir le rexisme. En France, des journaux de droite, Action française, Candide, Gringoire, ne tarissent pas d'éloges sur De Grelle, qu'ils nous proposent en exemple. Si, pour De Grelle, la défaite de juin 1940 n'est pas la divine surprise, elle est au moins l'événement tant attendu. Un certain nombre de rexistes se sont ressaisis et s'éloignent de la collaboration avec l'ennemi. Mais De Grelle et ses derniers fidèles se mettent corps et âme au service du Troisième Reich. Ainsi, en juin 1941, quand Hitler attaque l'URSS, De Grelle veut avoir, dans l'Europe de demain, une participation correspondant à l'histoire, aux vertus et possibilités de la Belgique. Il lève un corps de volontaires, la Wallonie, analogue à la LVF, dont les soldats arborent le svastika et jurent de fidélité au Führer, au contraire de tant de fiers à bras qui ont combattu seulement avec un micro. De Grelle donne l'exemple. On peut lui faire tous les reproches et lui imputer le crime de trahison. Nul ne peut nier son courage. Il commande lui-même, et non par personne interposée, sa légion de volontaires wallons. Ayant conquis ses grades d'officier supérieur en Russie au cours de 75 corps à corps et au prix de 7 blessures, De Grelle reçut, des mains de Hitler, la cravate de la Ritterkreuz, la plus enviée des décorations militaires allemandes. Hitler lui aurait dit, en lui donnant l'accolade, « J'aurais voulu avoir un fils tel que vous. » Après la libération de la Belgique, les collaborateurs, les inciviques, furent, comme partout en Europe, poursuivis et châtiés. De Grelle eut le temps de passer en Espagne, grâce à des appuis qu'il avait su se ménager parmi les phalangistes. Il fut condamné à mort par contumace. Il affirme qu'on tenta de l'assassiner, Tralos Monte. Ce qui est certain, c'est qu'il ne bénéficiera jamais ni de l'oubli, ni d'une amnistie. Il serait emprisonné, sans doute condamné à la prison perpétuelle, s'il revenait dans son pays natal, où son nom est aussi exécré par l'immense majorité des citoyens belges que celui de Hitler. Une loi votée spécialement à son intention, la Lex Degrelliana prolonge, en ce qui le concerne, de 10 ans les délais de prescription pour crimes de collaboration. Une autre loi lui interdit de publier en Belgique une seule ligne sur ce qui fut l'action de Rex. Ce qui d'ailleurs ne l'a pas empêché de faire paraître récemment, en France, une apologie intitulée « Hitler pour Milan », où il prophétise la victoire mondiale, inconditionnelle, de l'hitlérisme
dans les années à venir. Si Léon de Grelle est éliminé de la scène politique, il n'en garde pas moins dans toute la Belgique, et pas seulement en Wallonie, des partisans peu nombreux, mais surexcités, se recrutant surtout parmi les tout jeunes gens qui n'ont connu ni la guerre, ni la défaite, ni l'occupation de leur patrie. Ils ont pour programme une proclamation de Grelle, publiée dans le Pays réel du 24 janvier 1944. Par le sang, nous appartenons à la germanité. Par le sol, nous appartenons à la germanité. Il ne peut donc être question pour nous d'une collaboration extérieure. Nous ne pouvons collaborer avec le peuple germanique, puisque nous sommes du peuple germanique. Les néorexistes rappellent que, sur le front russe, il y eut, en 1941, 3 brigades wallonnes, soit plus de 5000 combattants. À la fin de la guerre, ces unités, organisées sur le modèle des SS et des SA, comptaient au moins 10 000 hommes. Ces soldats perdus ont vaillamment combattu, bien que, dès leur incorporation, leurs déceptions fussent grandes. En effet, on les dirigea vers les secteurs les plus dangereux. On ne tint aucune des promesses qui leur avaient été faites quand ils signèrent leur engagement et prêtèrent serment au Führer. Comme le remarque Jacques Delarue, 24, ils ne bénéficient même pas du véritable statut des SS, ils ne sont pas traités comme les soldats allemands, et il est très curieux aujourd'hui de voir apparaître une espèce de liturgie SS et toute une sorte de folklore où l'on regrette le temps où l'on servait dans une armée européenne de la SS. Les Allemands considéraient ces volontaires exclusivement comme des mercenaires et non comme des collaborateurs à part entière. Aucun doute n'est possible si l'on se réfère à une déclaration de Hitler en date du 5 avril 1942. Nous ne devons pas commettre la faute d'enrôler dans l'armée allemande des étrangers tant qu'ils n'ont pas administré la preuve qu'ils sont entièrement acquis à la mission du Troisième Reich. Il ne s'agissait donc pas, dans l'esprit des dirigeants nazis, de fédéralisme, ou moins encore d'un européanisme assez vague. Il s'agissait exclusivement de se sacrifier à la race et au sang allemand, sans contrepartie d'égalité ou de liberté. 9. Lotharingie, Flamingans et Wallons. Dès sa fondation, en 1831, le royaume de Belgique souffre d'une division douloureuse entre 2 ethnies, flamands et wallons. Tous les efforts, pourtant loyaux et persévérants, accomplis par la dynastie et les gouvernements successifs, n'ont pas comblé cet abîme. Bien au contraire, l'incompréhension mutuelle du début est devenue, au cours des ans, hostilité, puis, dans certains cas, haine véritable. Les raisons de cette antinomie sont multiples. La religion, les langues, la démographie ont envenimé le mal jusqu'à menacer sérieusement l'unité de la nation. Actuellement, les crises deviennent de plus en plus fréquentes et passionnées. Les actes gouvernementaux apparaissent plus comme des replâtrages que comme de vrais remèdes. 2 guerres mondiales, 2 occupations n'ont pas amélioré la situation, tant s'en faut. Sans jouer au prophète, on peut craindre que la Belgique, au cours d'une crise politico-économique plus violente que les précédentes, ne se scinde en 3 blocs. Les Wallons se déclarant indépendants ou s'intégrant à la France, les Flamands belges s'unissant aux Flamands des Pays-Bas, Bruxelles devenant la capitale de l'Europe nouvelle. La Lotharingie, une utopie qui connut son plein épanouissement parmi des Flamands nazifiés vers 1952, n'a aucune chance de se réaliser. Elle mérite cependant d'être rappelée à cause des passions profondes, obscures, subconscientes qu'elle a éveillées. À la mort de Charlemagne, son empire fut divisé entre ses descendants. C'est ainsi qu'en 843, Lothaire Charrier reçut en partage le centre de l'État carolingien. Un vaste couloir s'étendant de la mer du Nord au golfe de Gaète, avec 2 capitales, Aachen, Aix-la-Chapelle et Rome. À la mort de Lothaire Tranier, nouveau partage. Lothaire règne sur les provinces s'étendant de la mer du Nord, aux sources de la Meuse et de la Moselle. Signalons, en passant, que le mot Lorraine dérive de Lotharii regnum, en 870 au traité de Mycène, qui suit la mort de Lothaire II, 3e partage. Dans le cours de son histoire sanglante et tumultueuse, la primitive Lotharingie connut de nouveaux partages et de nouvelles réunions. Mais elle garda, disent ces nostalgiques,
une unité ethnique et spirituelle, avec le Rhin comme axe économique. Des activistes flamingants, avant et après la création de la Belgique, ont rêvé d'une reconstitution de la Lotharingie, pays neutre, aimanté vers le Saint-Empire romain germanique, ou vers le Second Reich, ou vers le Troisième Reich. À l'avènement de Hitler, certains Flamands d'extrême droite imaginèrent un parallélisme étroit entre l'affaire des Sudètes, à l'est, et l'utopie de Lotharingie, à l'ouest. Il est certain que des pourparlers secrets eurent lieu dans ce sens. Les événements en décidèrent autrement. Complexe de frustration. Avec lucidité et impartialité, l'historien Jacques Delarue a remarquablement discerné les causes profondes du complexe de frustration qui atteint tant de Flamands. La cause en est essentiellement religieuse, elle est une conséquence de la Réforme. Les Flamands du Sud, ceux qui constituèrent plus tard la moitié de la population de la Belgique, se défendirent par un isolationnisme farouche, viscéral, contre l'influence calviniste, au nord, vers les Pays-Bas, et l'influence rationaliste au sud, en France. Un clergé rétrograde, fanatique, ignare, maintient ses obéissantes wild dans un état de non-évolution intellectuelle et sociale, par un isolement agressif, interdiction de lire des ouvrages venant de Hollande ou de France, interdiction de parler une autre langue que le flamand, désaveu des mariages mixtes, effroi devant toute innovation. Mutatis mutandis, c'est ce qui fut de règle dans le Canada français, qui paye maintenant lourdement les erreurs séculaires d'un clergé bigot, borné et rapace. En Flandre, la culture se développa en vase clos. Non. Qu'il n'y eut pas de culture flamande, mais on la maintint tournée vers le passé et vers une vie purement régionale, folklorique, si l'on ose dire, qui se manifesta d'abord par l'exclusive linguistique. C'est dans un pareil bouillon de culture que germa et proliféra le Front Partage, formation ethnique et politicienne, plus passionnelle que rationnelle. Le Front Partage, le programme du Front Partage, si l'on peut parler de programme, était contre la langue française, contre le libéralisme wallon, contre la sécularisation, contre tout contact avec l'extérieur. Un contre puéril qui s'exprimait plus par des mesures vexatoires que par une action positive. Au fond, les dirigeants du Front Partage fuyaient les autres et se cherchaient eux-mêmes. Les événements extérieurs, guerre mondiale, fascisme, hitlérisme, apportèrent à ce mouvement politico-religieux des arguments ou des prétextes. C'est au sein des meneurs du Front Partage que se révéleront les admirateurs des nouveaux gouvernements forts, c'est-à-dire des fascismes ou du nazisme. Comme le constate Jacques Delarue, le dynamisme et l'efficacité des nazis fascinent littéralement tous ces chefs des partis d'extrême droite. Fatalement, ceux-là même qui à l'origine veulent se défendre de l'imiter vont se trouver entraînés dans son orbite par une sorte de mouvement centripète. On reste effaré en constatant que les bigos catholiques du Front Partage flamands vouèrent un culte à Hitler. Cet antéchrist du XXe siècle qui incarna le satanisme politique et fut, à ses débuts, l'ennemi acharné de toutes les formes du christianisme, spécialement de l'Église romaine. Verdinaso et la suite. Certains extrémistes flamingants n'attendirent pas le nazisme pour entamer une lutte organisée, paramilitaire, contre les ennemis héréditaires. Ils choisirent de Mussolini comme maître à penser. Dès 1931, un ancien député frontiste, Joris van Severen, fonde le Verbond van Diech National Solidaristen, connu sous l'abréviation syllabique de Verdinaso, qui groupe un grand nombre d'arrivistes, de mécontents, exaltés par des prédicateurs de choc. Joris van Severen n'est en fait qu'une marionnette dont des prêtres flamingants tirent les ficelles. Tous, chefs, affiliés et sympathisants, restent attachés à l'Église catholique, ce qui les aurait mis dans une situation particulièrement fausse s'ils avaient réfléchi sur les options réelles des exemples auxquels ils se référaient. Ils sont d'abord et avant tout particularistes et anti-bolcheviques. Beaucoup de paroles, quelques émeutes vite réprimées, aucun programme positif. Le Verdinaso, après la mort inopinée de Van Severen, succomberait
aux divisions intestines, si le VNV. Autrement dynamique est Staff de Klerk, qui en 1933, avec les Disjecta-Membra de Verdinasso et d'autres éléments activistes, a créé le Vlaams National Verbond, le Parti national flamand, connu sous le sigle VNNV. On y porte un uniforme copié sur celui des SS. On salue à l'hitlérienne. On enrégimente des combattants de choc, des miliciens. Ce que le juif est pour l'allemand hitlérien, le wallon le serait pour le VNV, si les wallons n'étaient pas nombreux, bien organisés et doués d'un sens de l'humour qui entrave plus la diffusion des VNV que des combats de rue ou des outrances parallèles. L'immense majorité du peuple belge est dotée d'un solide bon sens et n'étant pas éperonnée par de graves difficultés économiques, observe avec une indifférence amusée l'agitation VNV. Même la plupart des Flamands ne suivent pas. Ce n'est pas la bonne voie, insinue une fraction non négligeable du clergé flamand, celle qui se conforme aux directives du Vatican. Le VNV anime, sans se confondre avec lui, un bloc flamand qui présente des candidats dans les bonnes circonscriptions aux élections de 1936. Les résultats sont minables. Moins de 13% des voix et seulement 5 sièges à la Chambre des représentants. Malgré l'appui financier des cousins de Germanie, le VNV piétine. Aux élections de 1939, il n'envoie que 6 députés à la Chambre. Ces élus se débattent à la tribune comme des enragés, ce qui leur fait plus de mal que de bien. Clairvoyant, le citoyen belge pressent où Staff de Klerk risque de l'entraîner, après les accords de Munich. Il sait qu'une guerre éclair, quel qu'en soit le vainqueur, signifiera l'invasion, l'occupation, la ruine. Il n'a pas oublié les tragiques événements de 1914 à 1918. Voyant qu'il ne gagnera pas de victoire parlementaire, Staff de Klerk infléchit son action. La lutte ouverte ne lui réussit point. Il se livrera à un travail de sapé. Il transformera l'état-major du VNV en une société secrète dont il sera le dictateur. Il est curieux de constater qu'il reprend la méthode des Illuminés de Bavière, d'Adam Weishaupt, 25 Plach. Ce n'est certainement pas une coïncidence. La vallée du Rhin fut toujours la patrie d'élection de sociétés secrètes politico-religieuses, remarquablement structurées et disciplinées. La désorganisation de l'armée, le groupe occulte de Staff de Klerk se mit sous le couvert de la Militaar organisatique qui avait des ramifications vers Thulé et Edelweiss, les deux groupes initiatiques qui furent à l'origine du national-socialisme allemand. En fait, vêtus en SS et en SA, les miliciens de la Militaar organisatique firent beaucoup de bruit et se livrèrent à un certain nombre d'expéditions agressives. En réalité, ils masquaient une organisation de démoralisation et de désorganisation de l'armée. En France, nous avons connu ce genre de travail de sapé. Le travail fut d'autant mieux poussé dans les unités flamandes de l'armée qu'il était évident, pour tout esprit clairvoyant, qu'une guerre européenne était imminente, européenne puis mondiale. La MEO implanta un propagandiste dans la plupart des compagnies des régiments flamands, qu'elles fussent d'active ou de réserve. Cet agent, à la fois indicateur et provocateur, se livra à une besogne occulte de découragement, opposant soldats flamands à leurs frères d'armes wallons. Cette subversion contamina des hautes sphères de l'état-major et l'entourage même du roi, chef suprême des armées. Propagande qui comportait aussi le dénigrement systématique des démocraties pourries, France et Grande-Bretagne, et une apologie frénétique des dirigeants du Troisième Reich. On opposait la lubricité française, la corruption républicaine à la vertu, treux germanique dont Hitler et son entourage offrent l'exemple. Pour cette infiltration haineuse, la presse française de droite fut une merveilleuse alliée. Les journaux flamingants publiaient de larges extraits, traduits d'interventions hystériques de Candide et Gringoire. À la déclaration de guerre de mai 1940, ce travail de sape fut la cause d'une série d'événements extrêmement graves, dont la reddition de forts d'une importance stratégique capitale. Et, pour nous borner à un douloureux exemple,
le passage à l'ennemi de tout un bataillon du 15e de ligne, avec armes et bagages, à la date cruciale du 25 mai 1940. L'homme de confiance. En 1945, on découvrit, dans les archives du général von Falkenhausen, gouverneur militaire des Flandres belges et françaises, un dossier établissant d'une façon indubitable que Staff de Klerk avait été, avant les hostilités et durant l'occupation, un agent stipendié, et grassement stipendié, de l'Abwehr 26 Lor, et qu'il avait été en liaison constante avec le général Lahousen. Ce chef du Reichssicherheitsrat pour la Belgique qualifie dans ses notes confidentielles de Klerk de Vertrauensmann, c'est-à-dire d'homme de confiance. Pendant la guerre, attaquée le 10 mai 1940, l'armée belge capitule le 28 mai. Le roi se réfugie dans son château de Lecken. Durant les 4 années d'occupation, il abdique, de fait, sinon de jure. Le gouvernement légal, présidé par le comte Hubert Pierlot, se réfugie à Londres. Il y dirige la résistance belge avec efficacité et, très souvent, avec héroïsme. Pendant 4 années, le roi Léopold III reste isolé de son peuple. Il se remarie en 1941 avec celle qui deviendra princesse de Rhétie. En novembre 1940, il confère avec Hitler à Berchtesgaden, entrevue qui n'apporte aucun résultat pratique. Après la libération du territoire belge, le Parlement confère au prince Charles, frère de Léopold, la régence du royaume. Le roi se retire en Suisse avec son épouse et leurs enfants. En 1950, Léopold II est rappelé par les chambres et le gouvernement. Le 12 mars, devant l'opposition des partis de gauche, il remet ses pouvoirs, 1er août 1950, à son fils Baudouin, en faveur de qui il abdique le 16 juillet 1959. D'année en année, l'antagonisme entre Wallons et Flamands n'a fait que croître. Sturm und Drang. La veille du jour même où Hitler déchaîne son assaut sur l'Europe occidentale, Staff de Klerk lance une proclamation, 9 mai 1940, annonçant qu'il met une légion combattante de 30 000 hommes aux ordres du Reichsführer. Van Severen fut massacré, avec quelques-uns de ses partisans, en France, dans des conditions ignobles. Le Verdinasso éclate. Une partie de ses affiliés se joint au VNV. Une autre embrasse la cause de la résistance. Une scission analogue, et pour les mêmes motifs, divise la cagoule française dont les membres rejoignirent soit Londres, soit Vichy. Devant ces manœuvres des Flamands, Léon de Grelle ne veut ni ne peut rester inactif. Entre les activistes des deux ethnies s'opère un semblant de rapprochement et une surenchère germanophile. À Bruxelles, lors d'un meeting organisé sous l'obédience allemande, de Grelle proclame « Hitler a sauvé l'Europe, et c'est pourquoi nous avons le courage de clamer « Heil Hitler ». Cette profession de foi est loin d'avoir le succès qu'espéraient Léon de Grelle et ses protecteurs. La déclaration relative à la germanité du sang est considérée par un grand nombre de ses partisans comme une capitulation morale devant le VNV, qui exulte. Pour rétablir son prestige, le Führer du rexisme s'engage dans l'action militaire, en recrutant sa légion wallonne, qui fut décimée sur le front russe. De Vlague. Parallèlement à Léon de Grelle et à de Klerk, Van de Weyde se mit ouvertement au service du Reich. En fait, durant toutes les hostilités et jusqu'à la débâcle allemande, ces 3 personnages furent en rivalité sournoise ou ouverte, et leurs partisans ne s'épargnèrent guère au moment du règlement de compte général. En Flandre belge, le mouvement hitlérien le plus dynamique, le plus fanatisé, fut De Vlague, le drapeau, en langue flamande, qui créa en Belgique et aux Pays-Bas des sections de Hitlerjugend, qui adoptèrent non seulement l'uniforme des SS, mais leur structure administrative, leur esprit et leur combativité. Leurs ennemis n'ont jamais mis en doute leur courage. Leurs pertes furent immenses, et ils furent parmi les derniers guerriers aux svastikas à déposer les armes. Après la libération du territoire belge, les survivants furent rudement châtiés par les tribunaux spéciaux, à moins qu'ils n'eussent eu le temps de fuir en Afrique du Sud ou en Amérique latine. Les dirigeants de De Vlague voyaient plus loin que la formation d'une Lotharingie ou d'une nation flamande.
Il voulait, et le proclamait, une intégration inconditionnelle dans le Troisième Reich, comme l'Autriche ou le pays des Sudètes. Sous prétexte de célébrer le folklore flamand ou de s'entraider entre survivants de la tuerie, après la tempête, ils constituèrent des sociétés secrètes de conspirateurs qui existent toujours, qui ne doutent pas que la défaite de Hitler ne soit que provisoire, qu'elle n'ait été qu'un épisode du combat manichéen entre le bien et le mal. Ces excités ont converti à leur idéologie une masse non négligeable d'adolescents et ont des sympathies occultes dans le clergé flamand des campagnes. Ils disposent de puissants appuis en République sud-africaine, car ils parlent la même langue. Ce qu'ils appliquaient aux Wallons et aux Juifs, ils le déversent désormais sur les Colored Men, surtout depuis la déclaration d'indépendance du Congo, alliance avec Pretoria. En 1968, sous prétexte de célébrer leur folklore, se tint à Anvers une manifestation groupant 40 000 Flamands. La bière et le schnapps aidant, la surexcitation fut bientôt à son comble. Chorals et Orphéons, assurés de l'impunité ou de la complicité des autorités, reprirent en chœur les slogans et les hymnes du VNV et du Vlag qu'ils accompagnaient de menaces contre l'Occident pourri, les Juifs usuriers, les Wallons corrompus et corrupteurs. Ce qui inquiète particulièrement les observateurs, ce sont les démonstrations agressives d'une importante délégation d'Afrikaners. On se jura alliance éternelle pour le meilleur et pour le pire, en rappelant la communauté du sang et des idéologies. Dans le même temps, un second de Jacques Doriot, Maurice Sicard, sous le pseudonyme de Saint-Paulien, fit en Flandre une tournée de conférences. Il revenait d'Afrique du Sud. Selon lui, le pays du dictateur Vorster était le paradis des Bantous, les nostalgiques du Congo. Depuis la déclaration d'indépendance du Congo belge, les Flamingans et quelques Wallons nostalgiques de la colonisation poursuivent une politique raciste et germanophile au sein du Centre d'études et de formation contre-révolutionnaire, dont le siège est à Tournai et qui obéit aux ordres du général Emil Janssens, dernier commissaire du gouvernement belge au Congo. Certains Belges qui ont quitté la colonie, volontairement ou par expulsion, participent à la même politique que le centre d'études au sein de 3 groupements aux actions parallèles. Comité d'action et de défense des Belges d'Afrique, CADLIBA, le Rassemblement congolais, le Mouvement d'action civique. Le journaliste Thiriard, dit Gentiche, anime les journaux nazistes belges, Jeune Nation et Nation Belgique, ainsi que l'Europe Nouvelle, qui est diffusée aussi en France. 10. Sous la croix celtique. Anne de Bretagne, la bonne duchesse, épouse Charles VIII, roi de France. En 1398, Charles VIII meurt. Louis XII fait dissoudre son mariage avec Jeanne de Valois afin d'épouser en 1498 la veuve de son prédécesseur. Leur fille, Claude de France, hérite de la Bretagne en 1514. Elle épouse François Fillier et lègue, en 1524, le duché au dauphin François. L'acte royal prévoyait une alliance personnelle conservant au duché sa millénaire indépendance. Par un tour de passe-passe, qui était parfaitement illégal, François Fillier unit indissolublement la Bretagne à la France en 1532. À la mort du dauphin François, son frère Henri reçoit encore le titre de duc de Bretagne. Ce titre disparaît quand Henri II monte sur le trône de France en 1547. Le duché, jusqu'alors indépendant, devient province du royaume de France, au mépris des dispositions prises par Anne de Bretagne. C'est une véritable usurpation contre laquelle proteste en vain la noblesse bretonne. Pour calmer les esprits, le pouvoir central fait quelques concessions au particularisme breton. Sous Louis XIV, une révolte due à la misère effroyable des ruraux est étouffée dans la ruine et dans le sang. La Bretagne écrasée ne se soumet qu'en apparence. À la fin de l'Ancien Régime, la Chalotais incarne la résistance bretonne devant l'autoritarisme centralisateur du duc d'Aiguillon. Le feu couve sous la cendre durant le règne de Louis XVI. D'abord, la Révolution est accueillie favorablement par les Bretons. Mais le clergé,
entraîne ses ouaillés dans l'opposition, puis dans la révolte ouverte, quand la Convention promulgue la constitution civile du clergé. En arrière-plan de la chouannerie se profile déjà une opposition farouche au centralisme révolutionnaire, à l'anti-girondisme. La chouannerie agonise sous le Premier Empire. En 1914, les Bretons font l'union sacrée et se rangent parmi les meilleurs défenseurs de la patrie. Les pertes de leurs 5 départements sont effroyables. La moyenne en est plus élevée que celle de la plupart des autres départements. La paix de 1919 n'entraîne aucune décentralisation, même culturelle, de la Bretagne celtique. Le gouvernement de Paris accumule les incompréhensions et les maladresses. Les Bretons ont le sentiment non seulement d'être sacrifiés, mais ridiculisés. La Bretagne bretonnante se couvre de sociétés particularistes, puis autonomistes et parfois terroristes. La plus active étant la mystérieuse Gwen Ha Du, blanc et noir, qui réussit quelques attentats symboliques, mais qui est démantelée par la police. La répression impulsive et maladroite. La déclaration de guerre de 1939 et surtout l'atmosphère trouble de la drôle de guerre jettent le désarroi parmi les nombreux mouvements bretons. Les Celtes sont individualistes, voire anarchistes, et tout au long de leur histoire millénaire ont accumulé les erreurs politiques, déjà au temps de Jules César. Pendant la défaite et l'occupation, certains autonomistes se laissent prendre aux promesses, pourtant bien vagues, des autorités allemandes. Des contacts sont pris, des associations bretonnes se rangent dans la collaboration. Ce qui est surprenant parce que les idéaux bretons, la tradition celtique, la foi chrétienne profonde sont en opposition absolue avec l'antichristianisme, l'orgueil germanique, le racisme criminel, le cynisme pragmatique. Après la défaite du Troisième Reich, la libération châtie durement, souvent aveuglément, les Bretons convaincus ou soupçonnés de collaboration. De nombreux autonomistes ou particularistes sont massacrés sans jugement. Les survivants teintent de haine leur idéologie bretonne. Ils se groupent en sociétés secrètes, fluctuantes, car la discipline politique n'est pas une vertu celtique. En l'état présent, voici comment se présente, en Bretagne, une naziphilie, qui est plus tactique et vindicative que profonde. Entre le svastika et la croix celtique, il y a des sites. Il y a des différences spirituelles si profondes que toute alliance ne peut être que temporaire, événementielle, vouée à l'échec. Nous empruntons les éléments de cette histoire complexe à l'article druidisme du dictionnaire des sociétés secrètes initiatiques. La Henvredurige, Tudendervi, HTD, ou ancienne fraternité des hommes du chêne, fut fondée en 1936 par 3 autonomistes bretons, Morvan Marchais, Rafik Tulon et Bayer du Kern. En 1919, Marchais avait fondé Brefs Mao, Bretagne toujours. Tulon et Bayer du Kern étaient à la tête des vents bretons fédéralistes depuis 1932, date où commença de se manifester Gwen Ha Du. Ses adversaires insinuent que l'HTD a, ou a eu, des liaisons avec les nationaux socialistes. Rien n'est moins prouvé. On peut même en douter quand on sait que cette fraternité est inspirée par la volonté de recultiser la terre des ancêtres. La Creden Geltiek, KG, est la manifestation sur un plan initiatique de HTD. Son rituel est basé sur un calendrier celtique, dit de Coligny. Il existe d'autres mouvements autonomistes bretons, mais rien ne permet d'affirmer qu'ils ont des liaisons avec le néonazisme. Citons le Front de la Libération de Bretagne, dont le chef est peut-être Yann Goulet, qui, condamné par contumace à la libération, s'est réfugié aux environs de Dublin. Parmi ses animateurs, certains se trouvent Jean Botorel, directeur de Bretagne Magazine, qui se présenta aux élections de juin 1968 sous la bannière du Front breton et fut battu. En 1968, avant le voyage du président de Gaulle en Bretagne, une opération de police démantela le FLALB. Des instituteurs, des prêtres, des cultivateurs furent arrêtés, des kilos d'explosifs furent découverts. Aucun des documents saisis au domicile des membres de l'organisation ne permit de prouver un rapport direct avec le nazisme. Bodadeg Arsonerio,
le groupement des sonneurs, lancé en 1946 par Pauline Montjarret. Ce mouvement culturel compte 3000 membres. Parallèlement, Joseph Martré, pensant que le combat se situait également sur le plan économique, créa le CELIB, Comité d'études et de liaison des intérêts des Bretons. Ce mouvement reçut l'adhésion d'élus du Finistère, du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord, à l'exception des communistes. À la même époque, Jacques Quatrebeuf lança le journal La Bretagne réelle, à la fois breton et fédéraliste. En 1956, à l'instigation de Yann Fouéré, naquit le MOB, Mouvement pour l'organisation de la Bretagne. Son but, aménager la Maison Bretagne dans la rue France du quartier Europe. S'il est imprudent de rattacher les divers mouvements autonomistes bretons aux survivances nazies, il est avéré que des mouvements druidiques sont florissants en Allemagne, en Scandinavie, dans le pays de Galles. Certaines de ces associations traditionnelles sont le camouflage du néonazisme. Ainsi, Viking, organe de Brørieg and Herud, fraternité du svastika, que le directeur traduit par la religion des druides, a décrété que son organisation se nommera, désormais, l'organisation Swastika OSS. On y prône la mémoire de Hitler. Chef philosophique du monde nouveau, la doctrine se réclame de Montandon et de Binet. Une citation de Rosenberg est mise en exergue et les éditoriaux se terminent par Heil Odin. Il existe aussi, en Normandie, dans le Perche et la Beauce, une mystérieuse église odinique qui a fait l'objet de plusieurs conférences de Serge Hutin. De l'une de ces causeries, nous extrayons 2 passages dont nous laissons la responsabilité à leur auteur. Si on parle certes beaucoup de l'autonomisme breton, on oublie la persistance d'un autonomisme normand toujours actif. En 1940, les Allemands ne s'y trompèrent pas, qui heurtent des contacts avec certains chefs autonomistes, tant bretons que normands, appui bien compromettant qui, on le comprend, valurent à ces 2 tendances de graves ennuis avec les autorités françaises après 1945. Il serait impossible de laisser de côté cet aspect autonomiste de l'odinisme, aspect qui n'hésite pas à s'en présenter comme partie intégrante. Cela poserait toute une série de problèmes sur les contacts et relations de l'actuel mouvement odinique, qui soutient des liens fraternels très actifs avec des organisations similaires des pays celtiques, de Scandinavie, des îles anglo-normandes. C'est à Jersey que se trouve le noyau de l'irrédentisme normand, et naturellement d'Allemagne. Dans ce dernier pays existe une église teutonique, celtique, ayant à sa tête le grand druide Fred Pepig. Elle rassemblerait près de 15 000 fidèles. À titre de curiosité, nous signalerons l'existence du mouvement Arienne, VRIL, supercherie élaborée par un certain G.C. Monet, ancien vendeur de produits d'entretien en porte-à-porte. Le Vril a eu des ennuis, comme on dit, avec la police parisienne parce que, à son siège social, rue du Hanovre, se déroulaient des séances tantriques que les profanes assimilaient à des partouzes. Inlassable, G.C. Monet a créé ensuite un ordre maçonnique au manifeste délirant. Il ne semble pas qu'il ait conquis un seul adepte, sauf parmi des candidats à l'admission en l'asile Sainte-Anne. Nouvelle récidive, toute récente, avec le mouvement Nomcan, dont voici un extrait du programme. Conseil circulaire, Nomcan, grand maître, Karl Thor, fondateur et ancien président de la Grande Loge du Vril, grand maître d'honneur, Lama Dijorni, Dijen Rinpoche, programme. Le Conseil circulaire Nomcan, CCNK, est une fraternité franche camarade réunissant des personnes désirant participer à la construction d'une cosmogonie nouvelle, basée sur le plus haut ésotérisme, centre asiatique, dit d'Asgarda. Le CCNK est l'unique filiale de l'Asgarda souterrain pour la fin du Kali Yuga. Les filiations CCNK sont d'ordre astral, principalement tibétaines. Kartokpa, Bonesse Rouge,
et Nomkan Bonnetsvert. Durant une longue période, le CCNK se formera librement, sans structures hiérarchiques, ni cotisations, organes de presse, cahiers, cérémonial, signes ou symboles particuliers. Hiérarchiquement, les France membres ne relèveront que du seul grand maître de l'association et ne seront tenus de connaître physiquement que lui seul. À long terme, le CCNK posera les assises de l'Église arienne, appuyée doctrinalement sur la Sgarda Veda, ou surnommera l'Église arienne, Église mondiale de masse pour la fin du Kali Yuga. Elle détiendra les plus hauts secrets de l'hindouisme ésotérique. 4. Le QG mondial de l'Église arienne sera fondé à Nagpur, province de Maharashtra, Inde centrale, à partir de 1975. Votre travail initiatique à longue échéance. A. Éveil tantrique de Kundalini, voie du milieu. B. Acquisition du King, Kang, Kaya, corps de lumière, maîtrise du vril. Ces différents points concerneront les adeptes les plus doués. La sélection des francs membres s'effectuera sur les deux plans, magique et biologique. La communauté des mages qui en résultera aura pour mission d'élaborer la synthèse universelle des grandes religions et des pouvoirs dirigeants sous ma direction. Cette hiérocratie constituera l'élément cadre de la société post-atomique. Ni le vril, ni l'ordre maçonnique de Monet, ni son Nomkan n'ont retenu, à notre connaissance, l'attention des authentiques néo-nazis. Ils ne groupent que quelques érotomanes et ne méritent pas qu'on s'y arrête plus longtemps. Au pays de Galles. Pendant des siècles, les Gallois n'ont guère été mieux traités par les Anglais que les Irlandais. La déclaration d'indépendance d'une partie de l'Irlande a redonné force et vigueur à l'autonomisme gallois. Le drapeau des Galles, un dragon rouge sur champe de sinople et d'argent flotte, maintenant sur les demeures des partisans de Gwynfor Evans, chef du parti nationaliste gallois, qui fait sans précédent a été élu MP par ses compatriotes et siège aux communes. Mais Gwynfor Evans et ses partisans veulent obtenir que le pays de Galles devienne membre à part entière du Commonwealth, à l'image du Canada ou de l'Australie. Ils sont vilipendés et débordés par l'armée de libération des Galles, de Free Wales Army, FWA, dont le quartier général est installé aux environs de Newport. Cette armée reçoit, clandestinement, un entraînement militaire intensif et organise chaque dimanche des meetings qui réunissent des milliers de sympathisants. Les volontaires de la FWA ne proclament pas leur accointance avec le nazisme. Ils se disent gallois, rien que gallois. Mais, par centaines et centaines, écrit Roger Delorme dans Historama, un automobile et un autobus. D'ardents jeunes gardes du Dragon Rouge se réunissent pour entendre ces diatribes passionnées et pour chanter en chœur le chant de bataille de la République galloise. Giebaaz. Cet hymne se chante significativement, sur l'air de Wir fahren gegen England. Nous marchons contre l'Angleterre, le chant guerrier allemand de la Seconde Guerre mondiale.